Bonjour. Au nom de tous les membres du bureau du comité de l'AMCAR, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire et aussi vous remercier d'être toujours aussi nombreux euh, de nous rejoindre à ces webinaires. Ça fait toujours chaud au cœur. Et donc, je voudrais aussi vous remercier et remercier nos éminents orateurs qui sont parmi nous, le professeur Atoul Patak, que tout le monde connaît, à travers le Maroc, bien entendu, et en dehors du Maroc, le docteur Moulay Hachim Tiel, qui est psychiatre, et mon ami, le professeur Iraqi Hind, qui est professeur d'endocrinologie. Je voudrais remercier les laboratoires Atlas Pharma de nous avoir permis de se réunir et de nous avoir soutenus. Et aussi, je voudrais remercier mon ami Dr Soumeya Ben Safieddine, que tout le monde connaît bien entendu. Madame Ben Safieddine est cardiologue dans le secteur privé à Casablanca. Elle est ancienne présidente de l'AMCAR. Elle est actuellement présidente de la Société marocaine d'hypertension artérielle. Je te laisse la parole, Soumia, pour diriger ce webinaire. Bonjour, c'est avec un réel plaisir que je participe à ce webinaire. Ce Shraibi m'a demandé de le modérer, je le remercie. Je remercie, Saïd déjà a fait quelques remerciements. Moi, je vais encore vous remercier la présence. Et au nom de la présence, je tiens à remercier le laboratoire Atlas Pharma qui nous ont soutenus et a préparé ce webinaire. Je remercie par votre nom aussi les éminents orateurs qui ont accepté spontanément notre invitation pour participer avec nous à ce webinaire qui est un webinaire à thème. Alors, on a avec nous le premier sujet, c'est un webinaire à thème. On a le professeur Hachim Tiel, qui est psychiatre, psychanalyste, responsable de plusieurs associations nationales et internationales, fondateur de la première clinique de psychiatrie et d'addictologie. On va poser la question au docteur Tiel, est-ce que le cardiologue doit traiter ou peut traiter, je dirais plutôt doit traiter la dépression? Parce que par ces temps-là, certainement, on aura beaucoup de cardiaques qui vont venir et qui sont déprimés et qu'on sait que ça joue énormément sur leur morale et effectivement sur l'évolution, essentielle aussi sur leur guérison et plutôt leur pronostic cardiovasculaire. Le deuxième orateur qui est notre ami Hind Al-Iraqi. Alors, le professeur Hind Al-Iraqi est professeur en endocrinologie et maladies métaboliques. Elle est au CHU de Rabat. Elle est également elle est rédacteur en chef de la revue d'endocrinologie et de maladies métaboliques. Hind, elle va nous parler des nouveaux antidiabétiques oraux qui ont révolutionné le pronostic cardiovasculaire chez le diabétique. Et en troisième lieu, on aura avec nous notre l'ami du Maroc qui est professeur Atoul Patak, qui a toujours répondu présent à nos invitations. Souvent dans toutes les associations de cardiologie marocaine, le professeur Atoul Patak, il ne sait jamais dire non. Alors, quand je voulais le présenter, j'ai vu que ça allait me demander une demi-heure pour dire tout ce qu'il fait. Je vais me contenter de dire qu'il est actuellement chef de service de cardiologie au centre hospitalier Princesse Grace à Monaco et vice-président de la Société française d'hypertension artérielle. Et je vous invite à aller voir tout ce qu'il fait, notre cher ami Atoul Patak. Atoul, il va nous parler de comment agir sur le risque cumulé de l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie. En votre nom, je remercie encore nos éminents orateurs. Ils répondront à vos questions que j'espère vont être nombreuses et pertinentes. Alors n'hésitez pas à poser vos questions après les 3 communications. À toi la parole, cher professeur Tiel. Pardon, excusez-moi. Et donc on démarre à la grâce du bon Dieu.
Alors, donc d'abord, merci Saïd Chlaibi, merci aux collègues qui ont pensé m'inviter à un webinaire non psychiatrique. Ça me permet de renouer avec, de reprendre contact à travers le web avec de nombreux amis parmi les cardiologues. Donc, on m'a posé une question, disons, particulière. Est-ce que le cardiologue peut traiter une dépression? Alors, que répondre à cela? Sinon, à travers, disons, le fait de partager quelques réflexions. Ça m'a amené à réfléchir sur la question. Et donc, ce que je vais vous livrer aujourd'hui, si je peux me permettre, c'est le fruit d'une réflexion que j'ai souhaité partager avec vous autour de cet aspect de la dépression qui a lien avec la cardiologie. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, quelles sont les plaintes que l'on retrouve auprès du cardiologue? Les plaintes auprès du cardiologue, c'est ni plus ni moins. Est-ce que ça marche? Oui. Alors, qu'est-ce que reçoit le cardiologue? Qu'est-ce qu'on vient lui dire? On lui dit, docteur, j'ai mal au cœur, mon cœur bat la chamade, je suis essoufflé, je suis fatigué, j'ai du mal à respirer, je ne suis pas bien, mon cœur est faible. C'est toutes des demandes qui sont faites au cardiologue en première intention, parce qu'évidemment, le point d'ancrage de la souffrance, elle est au niveau de la région du cœur. Et que fait le cardiologue? Il faut un bon cardiologue, un bon clinicien. Il fait son bilan, il fait ses examens et le constat est donné au malade à qui on dit « Madame, monsieur, vous n'avez rien, votre cœur est celui d'un jeune de 25 ans malgré vos 55 ans, ne vous inquiétez pas, ce sont vos nerfs, vous avez une petite déprime, ça va passer. » Donc, on soulage le patient d'une grosse angoisse. Mais, est-ce que soulager le patient d'une grosse angoisse, est-ce que ce n'est pas aussi ne pas avoir pris le temps de constater l'existence d'une dépression qui est sous-jacente ou peut-être même d'une vraie dépression à laquelle nous n'avons pas fait attention? C'est tout le deal de cette présentation d'aujourd'hui. Alors, donc, parce que justement, la dépression existe et de quelle manière? Je vais vous donner des chiffres qui refroidissent, si je puis dire. Vous savez que la dépression, elle est au deuxième rang en termes de prévalence mondiale pour les catégories de 15 à 44 ans. C'est énorme. Et elle est source, c'est l'unique maladie à amener autant de taux de suicide. Il y a 800 000 morts par suicide par an. Chaque année, 350 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde. Et 75% d'entre eux n'ont pas accès au traitement. On a tous une chance, on a 25% de chance d'avoir un syndrome dépressif franc, majeur dans notre vie, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Donc, n'oublions pas que la dépression est parmi nous, qu'elle est là, qu'elle guette tout le monde. Donc, sans avoir d'angoisse par rapport à elle, il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, donc, pour ne pas l'oublier, encore faut-il savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'un syndrome dépressif? Alors, un syndrome dépressif, je vais essayer de vous rappeler un certain nombre de choses. Vous savez, d'abord, c'est quelque chose qui atteint la psyché. Alors, c'est quoi la psyché? La psyché, c'est cet espace qu'il y a en nous dans lequel s'exprime tout ce qui est conscient, tout ce qui n'est pas conscient. Ce qui est conscient, c'est une toute petite partie. C'est pour ça que j'ai dit cette image. C'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui est conscient, mais l'essentiel de notre fonctionnement est inconscient, en particulier quand ça touche à nos émotions, à nos affects, etc. Donc, c'est ce qui fait, cette psyché, c'est ce qui constitue en fait notre individualité. Donc, c'est important de savoir qu'il y a ces deux parties qui existent, qu'on le veuille ou pas. Et dans ces parties, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des registres dans le côté inconscient de notre fonctionnement, simplement pour la compréhension, pour les cardiologues que vous êtes, parce que vous êtes beaucoup plus dans les machines, l'organique et tout cela. Donc, j'ai pensé donner cette métaphore des registres de fonctionnement. C'est comme s'il y avait des logiciels en fait à l'intérieur de nous qui gèrent tout notre fonctionnement automatique, tout ce qui est en particulier nos états d'âme, nos états émotionnels. Ce n'est pas des choses sur lesquelles on réfléchit, ça se fait tout seul, mais quand ça se fait tout seul, ça ne se fait pas n'importe comment. Et il y a donc une infinité, j'oserais dire, de registres, dont les plus importants sont par exemple celui des affects et celui des émotions. Et celui des affects, il peut être atteint, c'est comme un logiciel qui dysfonctionne et qui amène des affects qui ne sont pas adaptés à la situation. La personne ne doit pas être triste et elle va être triste parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a une maladie qui a atteint ce registre, c'est comme un virus qui l'avait atteint et qui amène des affects tout à fait inadaptés, en particulier ceux qui sont de tonalité désagréable. Et donc les symptômes peuvent apparaître. Et ces symptômes, il y a les symptômes classiques que l'on connaît de la dépression majeure,
qui sont des symptômes qui sont persistants et critiques. Persistants et critiques, ça veut dire qu'ils durent un moment en tant que persistants et ils sont critiques. C'est une crise dépressive par laquelle passe l'individu. C'est celle que l'on connaît sous le terme de syndrome dépressif majeur et qui est connu, comme tout le monde connaît, c'est la tristesse, c'est la diminution de l'intérêt, c'est la perte ou la prise de poids, c'est le trouble du sommeil, c'est la fatigue, le ralentissement psychomoteur, les idées de dévalorisation, les cognitions qui sont moins bonnes, les idées noires, etc. Donc, ce sont des symptômes psychiques de la dépression. Mais il n'y a pas que les syndromes psychiques, il y a aussi des syndromes que j'ai appelés non spécifiques, c'est tout la symptomatologie somatique, donc psychosomatique, les troubles cardiovasculaires, respiratoires, urologiques, toute la panoplie de symptômes physiques qui peuvent s'exprimer, quelque peu exprimer, qui peuvent constituer l'expression d'un syndrome dépressif sous-jacent. Et alors, donc voilà, donc ceci pour dire quelle est la pathologie dépressive qui est, elle, qui dure dans le temps et qui s'exprime, qui existe dans la vie de l'individu sous forme de crise. Et il y a des états dépressifs autres, les états dépressifs comme ce qu'on appelle communément la déprime. C'est quand on se réveille déprimé, on est triste, on est morose, on est cafardeux, on est endormi, on est d'humeur noire, maussade, on n'est pas bien. Ceci, ça arrive à tout le monde. La particularité, c'est que c'est un état qui est ponctuel, qui est lié à des problèmes, à des choses qui se passent à l'intérieur de nous, peut-être à des maladies qui sont là, mais c'est un état qui n'affecte pas outre mesure l'individu et qui est donc toujours passager, qui ne dure pas dans le temps, d'où le fait que je l'ai spécifié. Et il n'y a pas que les déprimes, il y a aussi un autre état de l'autre côté, donc, qui est ce qu'on appelle la dysthymie, qui est en fait qui est quelque chose de chronique. Ce sont des gens que l'on connaît qui sont tout le temps avec une tristesse de fond, et ils ont une vision négative du monde qui les entoure, de l'avenir. Ils ne sont pas bien, durablement bien. Pour eux, tout est compliqué, tout est difficile. Ils n'ont aucun plaisir dans la vie. Ils ont du mal à goûter au plaisir de la vie. Et c'est des choses qui durent pendant souvent des années. Donc, c'est quelque chose qui est inscrit dans le fonctionnement. En train de dire, c'est que donc j'étais en train de décrire un petit peu ce qu'étaient les états dépressifs qui durent dans le temps, qui ne durent pas dans le temps. Et est-ce qu'ils sont inscrits dans le fonctionnement normal de l'individu ou pas? Alors, donc voilà, donc les états dépressifs, maintenant on sait ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces états dépressifs? Il y a ce qu'on appelle la neurobiologie de la dépression. Donc, on est en train de beaucoup en parler actuellement. Donc, c'est la fameuse théorie des monoamines cérébrales qui disent qu'il y a des monoamines qui sont diminuées dans les états dépressifs, en particulier une dont tout le monde parle, c'est la sérotonine. Et c'est ce qui explique le fait qu'on agisse avec des médicaments. Mais il n'y a pas que cet aspect de la neurobiologie. Il y a aussi, on est en train de travailler beaucoup sur d'autres éléments, en particulier ce qu'on appelle la neuroplasticité de la dépression, parce que vous savez que notre cerveau, il est en interaction en permanence avec ce qui nous environne, avec nos expériences affectives, psychiques et cognitives, et tout cela modifie le cerveau en permanence dans cette interaction, modifie la quantité de synapses et modifie donc ce qu'il est, même physiquement, on le sait. Et il y a dans la dépression quelque chose qui est altéré à ce niveau. Il y a une baisse de cette capacité à s'adapter, à se développer, qui est particulière. On la voit avec ce qu'on a actuellement comme possibilité, et ça se situe au niveau de l'hippocampe, de l'amygdale, du cortex singulaire antérieur. Donc ceci simplement pour donner du sens à ce dans quoi vont actuellement les neurosciences. C'est intéressant de le savoir. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi il y a cet aspect biologique. Donc on sait à peu près comment ça fonctionne, mais on n'en sait pas beaucoup, mais on sait globalement comment ça fonctionne. Et il y a également les explications qui sont les explications psychodynamiques. Alors, et ça, c'est le père Freud, n'est-ce pas, comme on l'appelle, qui disait que la dépression que l'on connaît est une forme a minima de mélancolie. La mélancolie, elle est liée à la perte. Donc, il y a à l'intérieur de nous, si vous voulez, les stigmates, ce qui reste de ce que nous avons pu vivre comme deuil, parce qu'on a toujours des deuils. Le deuil, c'est pas la mort, c'est quand on se détache de quelqu'un. Et quand ça s'est mal inscrit à l'intérieur de nous, on peut tout à fait refaire en certains moments de notre vie. C'est une fragilité qui peut déterminer l'apparition en des moments particuliers de notre vie de syndrome dépressif. Donc c'est pour ça que Freud disait que la dépression, c'est une forme de petite mélancolie selon la manière avec laquelle lui la voit. Donc on a compris ce qu'est la dépression, on a compris ce que sont les fondements biologiques et psychodynamiques de la dépression. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quel lien entre le syndrome dépressif et les maladies cardiovasculaires. Alors, il y a des chiffres. Je crois que les chiffres parlent mieux que tout. Alors, pour dire que, par exemple, que la survenue d'une maladie coronarienne, elle est 64% plus fréquente chez les déprimés que chez les non-déprimés. Alors que c'était des patients qui ne présentaient pas de maladie coronarienne au début du suivi. 64% plus fréquente.
La dépression, elle est associée à un risque augmenté de 25 à 50% de survenue d'un AVC et elle augmente significativement la mortalité après les AVC. Un autre élément qui est très parlant, c'est que durant les 18 mois suivant un infarctus du myocarde, la mortalité cardiaque elle est 3 à 4 fois plus élevée chez les patients déprimés par rapport aux non déprimés, et indépendamment des autres facteurs de risque, ce qui est énorme. Donc, est-ce qu'il y a manifestement un effet direct de la dépression pour la survenue de complications cardiovasculaires? C'est quand même extraordinaire. Alors, on a essayé de comprendre le pourquoi. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, parce qu'il y a des explications physiopathologiques. D'abord, on sait maintenant que la dépression, elle provoque une perturbation du système nerveux autonome. Qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène une variabilité du QT et une variabilité donc du rythme cardiaque. Elle augmente aussi les cytokines de l'inflammation et donc ça va faire progresser l'athérosclérose et elle va activer les plaquettes avec donc la formation accrue de caillots. Il y a 5 éléments. Et le quatrième élément, c'est une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire, donc augmentation du cortisol et possibilité d'augmentation de la tension artérielle avec tachycardie et accroissement, là aussi, de l'athérosclérose. Et enfin, elle affaiblit le système immunitaire, d'où une grande vulnérabilité aux bactéries et aux virus. Ceci d'un point de vue physiopathologique, mais psychopathologique. On est en train de parler de psychiatrie, de psychologie et de psyché. Donc, au niveau psychopathologique, la dépression, elle entraîne elle-même une réduction de la capacité à prendre des décisions judicieuses. On ne sait plus, yes, oh, no, oui ou non, est-ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Et il y a une baisse importante de la motivation pour appliquer les recommandations sur la santé et apporter des motivations au mode de vie. Et c'est ce qui fait qu'on a tellement, autant de difficultés à choisir, à faire des choix éclairés, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à abandonner le tabac, on a beaucoup de mal à se lancer dans des activités physiques, on a beaucoup de mal à commencer à avoir une alimentation saine, on a même beaucoup de mal à prendre ces médicaments normalement. Donc ceci pour donner du sens au fait que les malades que vous voyez ont autant de mal à suivre les recommandations nécessaires absolument que nécessite leur maladie. Alors ceci pour la dépression, on voit ce qu'elle peut faire au niveau donc physiopathologique, au niveau psychopathologique. Également, il y a aussi au niveau psychopathologique, et la dépression, c'est ce qu'elle fait, mais la maladie cardiovasculaire elle-même, la maladie cardiaque elle-même, elle agit sur la dépression, donc dans l'autre sens, la flèche va dans l'autre sens, et elle provoque une dépression où elle aggrave. Pourquoi? Parce que la personne est confrontée à quelque chose à quoi elle n'est pas habituée et qu'elle ne pensait même pas qu'elle allait le vivre un jour, et elle va se rendre compte que dorénavant, les choses ne seront plus les mêmes, les buts de leur vie seront perturbés et ils seront confrontés à eux-mêmes pendant longtemps, en particulier pendant des hospitalisations qui peuvent durer longtemps. Ils sont confrontés à leur fragilité. Donc, tout le système dans lequel ils étaient, qui les amenait à ne pas avoir conscience de leur vulnérabilité, ils sont remis en question avec les conséquences que cela peut avoir sur eux. Donc voilà un petit peu en quoi est-ce qu'il y a des interactions donc, entre la maladie cardiovasculaire et le syndrome dépressif en lui-même. Donc ça veut dire que les cardiologues voient forcément des déprimés et quand ils les voient, ils doivent entendre la symptomatologie dépressive et proposer des traitements. Et quels sont alors ces traitements pour les syndromes dépressifs? Les traitements, d'abord il faut choisir l'antidépresseur. Les antidépresseurs, c'est comme tous les autres médicaments, il faut connaître les contre-indications, les comorbidités somatiques, les interactions médicamenteuses, le profil indésirable attendu de l'antidépresseur, on sait s'il fait grossir ou pas, par exemple, des effets métaboliques en particulier, et on va choisir un antidépresseur. Il y a une famille de médicaments qu'il ne faut surtout pas choisir du fait de leur impact cardiologique, ce sont les tricycliques, mais bien évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui touche à la sérotonine est le bienvenu. Il y a les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, comme les citalopram, la fluoxétine, paroxétine, sertraline. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, comme la venlafaxine ou la duloxétine. Donc les médicaments, on les connaît, on connaît leur posologie, on se connaît leurs effets secondaires éventuels, et donc on se lance dans la prescription. Et on fait attention aux effets secondaires possibles. En particulier, le plus grave, c'est le comportement suicidaire. On a tous étudié la fameuse queue de la mélancolie qui arrive en général au bout de 2 semaines quand l'inhibition physique est partie et que reste la douleur morale qui va faire qu'on va pouvoir passer à l'acte. Il faut chercher s'il y a des facteurs majorant le risque suicidaire, comme des conflits interpersonnels, l'alcool, etc. Il faut faire attention à l'existence, parfois, avec certains antidépresseurs, d'agitation ou d'effets indésirables somatiques, sans plus, j'oserais dire. Alors, quand on lance le traitement, le traitement doit durer
le temps nécessaire. Le temps nécessaire, c'est plusieurs semaines. Et ce qui est important, c'est que on se pose toujours la question, quand est-ce qu'il faut arrêter? Alors la règle, les recommandations internationales demandent à ce qu'on garde le traitement pendant 6 mois à 1 an après la rémission, parce qu'il y a les risques, quand on a fait une dépression, on peut en refaire une autre. Et quand on baisse le traitement, ce n'est pas vrai pour tous les médicaments de la même manière, mais quand on baisse le traitement, il faut l'arrêter progressivement et le reprendre si besoin est. Et reprendre si besoin est. Il est important donc toujours de donner les effets secondaires possibles aux patients et le rassurer sur le fait qu'elles ne sont que temporaires, qu'ils ne sont que temporaires ces effets secondaires, et toujours penser à réajuster la posologie si nécessaire. Donc voilà, on a entre les mains des produits qui peuvent agir. Le problème, on y arrive, c'est que est-ce que c'est suffisant? Alors justement, en psychiatrie, on travaille, n'est-ce pas, avec la pharmacopée que l'on connaît, les psychotropes, et également avec les psychothérapies. Et les psychothérapies, il faut les connaître, elles sont de 2 types. Il y a les psychothérapies qui sont dites structurées, ce sont les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales, les psychothérapies psychodynamiques, d'inspiration analytique. Il y a toutes les autres, l'interpersonnel, l'hypnothérapie. Enfin, il y en a quelques centaines. Mais les plus importantes, ce sont celles que je viens de citer ici. Alors, dans les psychothérapies dites structurées, comment est-ce qu'on choisit? C'est une psychothérapie structurée en fonction de l'évaluation qu'on a fait de l'état psychique du patient et on voit un petit peu comment est-ce qu'il fonctionne le patient, quelles sont ses préférences en matière de travail, quelle est l'importance des difficultés que vit le patient dans sa vie de tous les jours. On essaye de s'enquérir également de est-ce qu'il a déjà eu ou fait un travail psychothérapique, est-ce qu'il a été bon pour lui ou pas. On essaye aussi de voir si nous-mêmes, si le thérapeute est capable d'aller dans ce sens-là, est-ce qu'il a la compétence pour, parce que ce sont des choses que l'on apprend. Et enfin, on voit est-ce que le patient peut payer pour ça. Le coût est également un élément dont il faut tenir compte. Donc, 2 types de psychothérapie, donc structurées, que l'on connaît. Structurées, ça veut dire qu'elles ont une base théorique qui est souvent béton et qui est importante, alors que la psychothérapie dite de soutien, elle est donc non structurée parce que justement, il n'y a pas de base théorique importante qui puisse permettre de faire chez des personnes différentes la même chose. Alors, la psychothérapie de soutien, c'est quoi? On essaye d'avoir une écoute active avec le patient, on est empathique avec lui, on essaye de l'aider à y voir plus clair en lui, à y voir plus clair dans son histoire, on essaye de l'aider à résoudre ses difficultés, on essaye de l'amener à reprendre ses activités petit à petit, on essaye aussi, on tient compte nécessairement de l'alliance thérapeutique, il faut garder une relation avec le patient de très bonne qualité et il faut faire participer l'entourage. Donc, c'est vraiment du soutien au vrai sens du mot et permettre à ce qu'il y ait des aménagements dans son travail si besoin. Donc, on est là, on l'aide, on le soutient, on lui donne la bonne parole, la bonne écoute et on l'aide à résoudre ses propres difficultés. Donc voilà, le traitement, on le connaît, le traitement, on sait sur quelle base est-ce qu'on le fait. Chimiothérapie ou pharmacothérapie et psychothérapie structurée ou non structurée. Donc, on a vu ce qu'était la maladie, on a vu le lien entre le cœur et la maladie dépressive. Alors, voilà, alors que retenir de tout cela? Qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Que retenir? Alors, la première grande question qui se pose, n'est-ce pas, à tout le monde, en particulier donc aux cardiologues qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, la dépression, est-ce que c'est une maladie du cerveau? Grande question. Grande question. Est-ce que les approches biologiques de la dépression, vous avez vu combien c'est passionnant, combien c'est intéressant de voir ce qui peut se passer au niveau du cerveau. Le cerveau, on a tous un attrait extraordinaire pour cette machine fantastique et donc on a très envie d'aller dans ce sens. Le problème, c'est que si on va dans le sens de cette biologie du cerveau, cette plasticité entre autres, si on va dans ce sens, cela va avoir comme conséquence directe de conduire tous les médecins, même les psychiatres, à préférer une causalité génétique ou biochimique. Et pourtant, est-ce que ça peut n'être que ça? Est-ce que c'est possible d'envisager les choses que de cette manière, la causalité génétique et biochimique, alors que c'est une maladie qui est aux causalités multiples et qui traduit la complexité propre à la vie psychique? Bien sûr, évidemment. Que si on exclut la maladie mentale, si on la localise
dans le cerveau, que dans simplement un dysfonctionnement de la synapse. C'est le rêve scientiste par excellence et auquel on a tellement tendance à succomber. C'est tellement beau, c'est tellement agréable de le voir sous cet angle. Le problème, c'est que si on explique des comportements et des émotions selon le modèle, c'est la simple interaction chimique entre deux corps inertes, à mon sens, cela relève du non-sens le plus total. Cela relève même, en ce qui me concerne, dès lors, cela relève du non-sens le plus absolu, dès lors que l'on a affaire à l'humain qui a un appareil psychique dont le fonctionnement ne peut en aucune façon, en aucune manière être expliqué par de simples fonctionnements neuronaux. C'est telle est en tout cas ma conviction. Alors, et le cardiologue là-dedans, est-ce qu'il doit vraiment soigner, est-ce qu'il doit, pardon pour doit-il soigner son sans R, son déprimé? Les comorbidités, on l'a vu tout à l'heure, sont parmi les éléments importants qui peuvent participer à la sévérité d'un épisode dépressif ou même l'induire. Et la présence de cette association, on l'a vu, est un facteur d'aggravation mutuelle et elle est malheureusement jusqu'à maintenant, elle est sous-évaluée, aussi bien parmi les déprimés chez qui la plainte cardiovasculaire, on lui attribue pas suffisamment, et autant que aussi bien que parmi les malades cardiovasculaires chez qui la tristesse, elle va pouvoir être complètement banalisée. Alors, on peut se poser la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que le cardiologue a beaucoup de mal à lire ces éléments dépressifs? Pourquoi est-ce que c'est parce que le trouble psychiatrique qui fait peur, autant aux patients qui n'en parlent pas qu'au cardiologue qui ne l'entend pas? Est-ce que c'est parce que le cardiologue n'a pas encore suffisamment la preuve que soigner la dépression, que ces malades peut améliorer leur pronostic? On se pose la question et pourtant la réalité elle est là. Il est avéré qu'un traitement psychotrope adapté associé à une psychothérapie à laquelle aura été formé le cardiologue, ou bien si le cardiologue travaille en collaboration avec un psychologue ou un psychiatre, on sait très bien, c'est démontré clairement actuellement, elle est hautement bénéfique pour les malades cardiaques. Alors, le cardiologue, est-ce qu'il peut ou pas soigner une dépression? Il faut, à mon sens, surtout qu'il donne à la dépression toute sa place à la prise en charge de ces malades et qu'il lui apporte nécessairement les soins qu'il faut. Alors, que conclure de tout cela? Que conclure, c'est que la dépression, c'est une maladie psychique qui s'exprime sous des visages multiples et divers, et le cardiologue est souvent confronté à des dépressions dans sa pratique, mais il leur accorde le plus souvent pas l'importance qui lui est due, malheureusement. C'est en train de changer, pour preuve, je suis là avec vous. Et alors, la dépression, on l'a vu tout à l'heure, elle aggrave le pronostic des maladies cardiovasculaires. Et les maladies cardiovasculaires elles-mêmes, elles compromettent l'évolution positive des dépressions. Donc le cardiologue, il n'a pas d'autre choix, si je puis dire, que de lui accorder toute sa place, à la prise en charge de la dépression, ce qui est salutaire pour son malade. Et il est bien évident qu'il peut tout à fait initier un traitement antidépresseur adapté. Et il se doit, j'oserais même dire, il est important qu'il le fasse, de lancer un traitement antidépresseur si de besoin. Sauf qu'il doit avoir en tête que le traitement chimique n'est qu'un élément du soin. Le traitement chimique n'est qu'un élément du soin et il n'a de sens et ne peut être efficace que si ça s'inscrit dans une prise en charge globale du patient et qu'il ne doit surtout pas omettre la prise en charge psychothérapique. Le traitement chimique n'a pas de sens. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens reçoivent un traitement à l'extérieur chez des non-spécialistes, un même traitement antidépresseur, et qui ne leur fait rien. Et quand ils voient le psychiatre ou le thérapeute, le traitement commence à devenir efficace. Ça n'a rien de magique, c'est expliqué simplement parce que c'est un élément du soin. Ce qui se passe dans la relation entre le médecin et son patient constitue l'autre côté extrêmement important. Et donc, en effet, le soin des troubles psychiques, mesdames et messieurs, ne s'adresse pas à un cerveau malade. Il s'adresse véritablement à une personne qui est en souffrance et qu'il faut surtout pas prendre en charge que comme une machine qui dysfonctionne au niveau du cerveau, mais qu'il faut prendre en charge dans sa globalité. Ce n'est que comme ça qu'on pourra apporter la vraie aide, l'aide nécessaire à ces patients. Et c'est que comme ça qu'on pourra passer de l'état de taciturne, quand on est taciturne, pas bien, et qu'on pourra retrouver le sourire et que nous, professionnels, on pourra avoir la grande satisfaction d'avoir aidé à quelqu'un à sortir d'une impasse et d'une douleur qui est la plus insupportable qui puisse exister. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci, Dr Thiel. Mais c'est vrai, donc le cardiologue doit traiter son patient
pour atténuer sa souffrance psychique et aussi pour l'aider à surmonter et à accepter son traitement et pour sa maladie cardiovasculaire. Merci. On va vous poser, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. On reviendra vers la fin des webinaires pour les réponses. Merci, Dr. Thiel. Maintenant, je passe la parole à mon ami professeur Hirahi. À toi la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous les antidiabétiques oraux, on va dire chez le cardiologue, après avoir vu si le cardiologue pouvait ou devait traiter la dépression. On va voir le rapport, je vais dire, entre les nouveaux antidiabétiques oraux et les cardiologues. Et je remercie l'AMCAR et mes amis de m'avoir invité à discuter de ce sujet. Donc, vous savez, au Maroc, on a une prévalence du diabète qui est assez importante. On a 10,6% de Marocains âgés de plus de 20 ans qui ont une hyperglycémie. Et également, il ne faut pas oublier cela, les patients atteints de prédiabète qui représentent 10,4% de la population. Donc finalement, on va avoir un Marocain qui a plus de 20 ans sur 10 qui est diabétique, mais également un Marocain sur 10 qui est prédiabétique, d'où l'intérêt de s'intéresser à cette pathologie. Alors, les cardiologues le savent bien, on a des patients diabétiques et ils vont mourir clairement du cœur, que ce soit des accidents vasculaires ou des infarctus ou autres. 65% environ, on le sait depuis longtemps, vont décéder d'une pathologie cardiovasculaire, donc il est important qu'on puisse travailler de concert pour éviter les morbidités, mais aussi la mortalité. J'aime bien aussi rappeler que finalement, lorsqu'on va avoir un patient de 60 ans diabétique avec une maladie cardiovasculaire, eh bien, il va avoir une espérance de vie qui est quand même amputée de 12 ans par rapport à un patient qui n'aurait qu'un diabète, qui aurait une espérance de vie amputée de 6 ans, et par rapport à un sujet non diabétique sans pathologie cardiovasculaire. Donc, le cœur est vraiment au centre de la problématique. Et justement, dans cette problématique, vous le savez, nous avons de plus en plus, nous parlons, nous les endocrinologues, de plus en plus de l'insuffisance cardiaque parce que nous savons que c'est une comorbidité qui est importante. 30% des patients qui ont une insuffisance cardiaque sont diabétiques. Mais également, lorsqu'on va avoir des sujets diabétiques versus des sujets non diabétiques, on va avoir 2,5 fois plus d'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques. Alors, les études que vous connaissez bien, si on regarde justement toutes les études et les méta-analyses, il apparaît finalement que avoir un équilibre strict, que ce soit chez un diabétique de type 1 ou d'un diabétique de type 2, va réduire finalement le risque coronarien à peu près de 15% par point d'hémoglobine glyquée, mais ne va pas avoir d'effet ni sur le risque cardiovasculaire et ni sur la mortalité, d'où l'intérêt justement de discuter, surtout avec l'étude Accor et Advance, qui ont eu des résultats qui étaient différents. Donc, il est important, oui, de baisser l'hémoglobine glyquée, mais il ne faut pas la baisser chez tous les patients et bien entendu, les antidiabétiques vont avoir un rôle sur ce paramètre. Alors, le sujet, c'était les antidiabétiques oraux et le cœur, finalement. Les anciens antidiabétiques, vous les connaissez. On continue, bien entendu, de les utiliser. Ce sont les biguanides, notre fameuse metformine, qui va permettre d'augmenter la production du glucose et de diminuer l'insulinorésistance. Mais elle n'aura pas un rôle direct, en tout cas pas avec un fort niveau de preuve par rapport au cœur. On a les sulfamides également, qui vont nous permettre de diminuer l'insulinosécrétion. Les glinides, qui sont les apparentés aux sulfamides, toujours anciennes molécules. Dans les nouvelles molécules, mais qui ont démontré simplement une neutralité cardiovasculaire, donc je ne vais pas en parler dans ce topo, ce sont dans la classe des incrétinomimétiques les gliptines, qui vont également baisser l'insulinosécrétion sans pour autant entraîner d'hypoglycémie, car ils vont agir aussi sur la sécrétion de glucagon. Et puis finalement,
nous aurons les inhibiteurs des SGLT2 qui permettent une réabsorption du glucose. Donc, les nouveaux antidiabétiques, justement, n'entraînent pas d'hypoglycémie. De ce fait, lorsqu'on parle d'objectif d'hémoglobine glyquée, on ne peut pas considérer un patient qui va avoir une hémoglobine glyquée basse, par exemple 6,5% sous sulfamide, comme un patient qui serait sous inhibiteur de SGLT2, par exemple, tous les deux associés à la metformine, parce que le risque d'hypoglycémie ne sera pas là. Et vous le savez, depuis l'affaire de la rosiglitazone en 2007, eh bien, ces nouveaux antidiabétiques doivent faire des études de sécurité cardiovasculaire s'ils veulent être remboursés finalement aux États-Unis. Donc, on bénéficie de ces études et dans toutes ces études, vous voyez ici que ce soit les inhibiteurs de la DPP4, donc les glyptines comme la sitagliptine, la vildagliptine, la saxagliptine et la linagliptine, qui sont toutes disponibles au Maroc, eh bien, nous avons les études en bleu. Nous avons ici en rouge les études sur les glyphlosines et vous voyez qu'on continue, ce sont surtout ces dernières qui sont, on va dire, à l'honneur, puisque les études vont concerner aussi bien les diabétiques, mais aussi les non-diabétiques. Alors, juste avant de passer dans le vif du sujet des SGLT2, je voudrais rappeler que dans l'autre traitement qui a permis de montrer une supériorité dans les points MACE, dans les études de sécurité cardiovasculaire, on a les agonistes du récepteur au GLP1, le liraglutide, le dulaglutide, qui sont des injectables. On a aussi le sémaglutide, qui est non commercialisé au Maroc, ni en France d'ailleurs, et qui est un agoniste du récepteur au GLP1 oral. Mais lorsque lui a fait l'étude de sécurité, il y avait une neutralité cardiovasculaire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais principalement m'intéresser au ISGLT2 avec les différentes études que vous allez découvrir et que vous connaissez très certainement déjà. Je rappelle qu'au Maroc, nous avons l'AMPA et la dapagliflozine. Donc, rapidement, pour parler du mécanisme d'action de ces ISGLT2, alors on va avoir chez le sujet qui est non diabétique, les personnes saines, donc la totalité du glucose filtré par le rein qui va être donc réabsorbé au niveau du tube proximal, 90% par les SGLT2 et ces SGLT2 justement vont être utilisés en pharmacologie puisque lorsque on va les inhiber, ils permettent d'inhiber la réabsorption d'une partie de ce glucose qui est filtré. Comme le glucose ne va plus être réabsorbé, eh bien nous aurons une glucosurie, et qui dit glucosurie dit excrétion de sucre, mais aussi un peu de sodium et de l'eau. Et donc nous verrons qu'il va y avoir une petite baisse du poids à cause donc des kilocalories que le patient va évacuer au niveau urinaire, mais également des avantages au niveau du rein et du cœur que nous allons détailler. Donc, les mécanismes justement pour expliquer les bénéfices à la fois cardiovasculaires et rénaux sont des hypothèses, hein, j'aimerais bien le rappeler, on ne sait pas exactement encore le pourquoi du comment, il y a beaucoup d'hypothèses. Il y a bien entendu un effet vraisemblable à la fois sur la précharge et sur la post-charge, avec notamment une diminution modeste de la natriurèse, avec également une diminution de la pression artérielle, et puis l'effet diurétique, mais qui ne peut pas expliquer complètement les résultats que nous avons dans les études, mais également la vasodilatation. Alors, vous le savez, on va avoir des effets également, en plus des effets sur du métabolisme énergétique dont je viens de parler, des actions directes sur le cœur qui vont permettre de diminuer notamment les adipokines pro-inflammatoires. Quel que soit le SGLT2 inhibiteur qui a été étudié, que ce soit l'empagliflozine dans l'étude EMPA-REG, la canagliflozine dans l'étude CANVAS ou la dapagliflozine dans l'étude DECLARTIMI, eh bien, vous voyez que
nous avons une supériorité de façon statistiquement significative pour les 3 points MACE, les décès cardiovasculaires, mais aussi les AVC et les infarctus qui n'ont pas entraîné les décès, ce qui fait que les recommandations de la Société européenne de cardiologie ont été claires avec un niveau de classe 1 pour recommander chez ces patients, notamment en prévention primaire, en prévention secondaire, mais aussi à très haut risque cardiovasculaire, ces traitements. Ensuite, en PAREG, avec l'empagliflozine, nous avons également eu une augmentation, une diminution de la mortalité toutes causes confondues, ce qui fait qu'avec toujours pareil, un niveau de classe 1, l'empagliflozine a été recommandée pour diminuer ce risque. Vous vous rappelez tout à l'heure du nombre de diabétiques qui décèdent du cœur. Alors, ça, c'était les études contrôlées randomisées. Finalement, elles ont été corroborées par les études de vraie vie. J'ai choisi pour vous l'étude CVD-RIL parce qu'elle a englobé les différentes glyphlosines qui étaient disponibles sur le marché et qui ont démontré, en faveur justement des SGLT2, toutes confondues, qu'il n'y avait pas photo, que ce soit toujours dans les mortalités, mais aussi dans l'insuffisance cardiaque ou l'infarctus du myocarde ou l'AVC, une supériorité de ces traitements. Donc, on a de nouveaux traitements qui ont un effet bénéfique sur le cœur, que ce soit sur la mortalité, mais aussi sur la morbidité, avec peut-être des petites différences lorsque on va aller regarder la mortalité cardiovasculaire ou les autres paramètres, peut-être parce que les candidats à l'inclusion n'étaient pas les mêmes. Vous le savez, on avait surtout des patients en prévention secondaire et donc à très haut risque cardiovasculaire dans l'étude en PAREG, alors que dans l'étude notamment en déclartimie, il y avait beaucoup de patients en prévention primaire. Ces nouveaux traitements n'ont pas simplement des effets sur le cœur, je n'ai pas voulu trop détailler. Alors, une seule slide pour parler également de l'effet néphroprotecteur, ou, comme vous le savez, que ce soit dans l'étude en PAREG Outcome, déclartimie, Canvas ou Crédence, on avait globalement une diminution du critère rénal, c'est-à-dire un doublement de la créatinine, ou une mort rénale ou une baisse du DFG qui était statistiquement significative. Donc, ces traitements bénéfiques sur le cœur, mais aussi sur le rein, en plus d'être bénéfiques sur la baisse de l'hémoglobine glyquée, ont fait que lors de l'actualisation des recommandations pour le diabète de l'ADA, eh bien, après, et j'insiste, après la metformine, l'activité physique et la diététique, on a séparé les patients en 2 groupes. On a d'abord pris les patients qui avaient une maladie cardiovasculaire ou rénale ou qui étaient même à très haut risque cardiovasculaire pour proposer chez eux un traitement oral qui est un ISGLT2 ou un traitement injectable comme un agoniste du récepteur au GLP1. Et ce n'était que s'il n'y avait pas ces facteurs de risque cardiovasculaire ou rénaux, qu'on était en prévention primaire chez des patients à risque modéré, qu'on pouvait réfléchir cette fois-ci sur le risque d'hypoglycémie, mais aussi sur le risque du poids, et également lorsque le coût était au premier plan. Et vous voyez ici que les SGLT2 sont proposés également en prévention primaire, bien entendu, car qu'ils n'entraînent pas d'hypoglycémie et qu'ils peuvent faire baisser le poids. Alors, il y a bien entendu une différence entre l'ESC des cardiologues et de l'EASD avec les endocrinologues de 2019 et l'actualisation de l'ADA. Je suis personnellement plus en faveur de la metformine en première intention associée à ces traitements ISGLT2 par exemple, puisque dans toutes les études que je vous ai citées, sauf s'il y avait un effet indésirable de la metformine, tous les patients étaient déjà sous metformine. Donc, pour récapituler, les inhibiteurs de SGLT2, en plus d'être par voie orale, peuvent être actifs quel que soit le moment du diabète de type 2 parce que justement le mécanisme est indépendant de la cellule bêta. Ils permettent une perte de poids, ils permettent de ne pas entraîner d'hypoglycémie et ils ont des effets bénéfiques sur le cœur et sur le rein. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'on a un risque, même s'il est modeste, d'augmentation des infections génitales, mais également urinaires. Alors, on retrouve un risque qui est très faible lorsqu'on prend des précautions. On a aussi des risques de dépression volémique et de cétose à glycémie normale, et j'insiste beaucoup sur ces cétoses à glycémie normale qui peuvent être importantes, surtout si le patient est déséquilibré. Il y a eu des warnings
pour les fractures et les amputations et les gangrènes de fournier, alors surtout pour la canagliflozine. Et puis certains nous parlent encore du coût et du recul, même si je voudrais rappeler qu'une journée en unité de soins intensifs va permettre justement de payer peut-être une année de ces traitements novateurs. Donc, ce qui est important lorsqu'on va avoir ces SGLT2 inhibiteurs, c'est d'abord de trouver quels sont les candidats à ces traitements, et vous les avez vus, que ce soit les candidats en prévention primaire ou prévention secondaire. Et je vous encourage, les cardiologues, mais aussi les néphrologues, à discuter avec l'endocrinologue, le médecin généraliste, l'interniste, les médecins qui s'occupent de la diabétologie, pour pouvoir trouver ces patients et peut-être prescrire ces traitements ensemble. Ensuite, on va sélectionner le traitement, puis bien entendu vérifier qu'il n'y a pas d'insuffisance rénale. Pour l'instant, il n'y a pas d'AMM si le patient a une insuffisance rénale. Ensuite, nous allons donner des messages éducatifs, mais que nous donnons, nous, les endocrinologues, habituellement aux patients, que ce soit l'hygiène génitale, mais aussi l'hydratation et bien entendu les signes de cétoacidose seront peut-être les seuls que nous allons proposer si le patient a ces traitements, en plus que les autres traitements, en insistant sur la recherche de l'acétone, même si la glycémie est normale, si on a des signes cliniques. Et puis ensuite, nous allons faire le suivi. Donc, ces nouveaux antidiabétiques oraux baissent l'hémoglobine glyquée, évitent l'hypoglycémie, sont bénéfiques vraiment sur le poids, sont simples par voie d'administration et ont démontré une protection cardiovasculaire et rénale. Maintenant, en plus de ces études, nous avons eu d'autres études spécifiquement sur l'insuffisance cardiaque, quelle que soit la fraction d'éjection, qu'elle soit préservée ou réduite, et également des études qui ont été menées chez les patients non diabétiques. Alors, pour résumer l'ensemble des études qui ont été réalisées spécifiquement pour l'insuffisance cardiaque, vous connaissez notamment l'étude Emporor dont les premiers résultats ont été publiés et qui nous ont justement mis en exergue le fait que chez ces patients, même s'ils ne sont pas en prévention secondaire, qui vont avoir des risques d'insuffisance cardiaque ou qui sont déjà insuffisants cardiaques grâce à l'étude Emporor, eh bien, puisqu'il y a eu une diminution du critère composite primaire d'apagliflozine versus placebo, avec des niveaux de preuve, et comme vous le voyez, qui sont toujours importants, de proposer ces thérapies en cas d'insuffisance cardiaque. Mais vous avez également l'étude d'APA-HF qui a concerné des patients qui avaient ou pas un diabète de type 2, et c'est là tout l'intérêt, chez qui on allait avoir une insuffisance cardiaque et qui allait être traité soit par dapagliflozine, soit par placebo. Et vous voyez les trois critères, vous allez voir les trois résultats des critères primaires, que ce soit ici, vous voyez la mortalité cardiovasculaire ou l'insuffisance cardiaque, eh bien, nous avons un avantage pour la dapagliflozine et d'ailleurs 26% de moins. Je vous rappelle que les patients étaient diabétiques et non diabétiques. Vous avez également l'aggravation de l'insuffisance cardiaque et une diminution de 30%. Et enfin, la mortalité cardiovasculaire, diminution de 18%. Donc finalement, on peut dire aujourd'hui que les médecins qui s'occupent de la diabétologie on a fait un changement de paradigme. En 2008, les recommandations de l'ADA ont été très différentes qu'en 2020. En 2008, c'était l'objectif d'hémoglobine glyquée qu'il fallait abaisser au maximum et nous avions des objectifs qui étaient individualisés, un début d'individualisation en fonction de la durée du diabète et de l'âge. À partir de 2013, en plus d'individualiser l'objectif de l'hémoglobine glyquée, nous avions une carte de menu finalement pour pouvoir proposer des traitements, mais c'était un menu, on va dire, au choix en fonction de différents critères des thérapies. Et depuis 2018, eh bien, c'est le risque cardiovasculaire et également rénal maintenant qui est au centre des préoccupations après la metformine. Donc, les conséquences finalement de ces études, et c'est ma dernière slide pour les pratiques du cardiologue, eh bien, c'est d'abord, et je vous encourage vraiment à discuter avec nous, avec les médecins, au cas où peut-être nous aurions oublié finalement l'indication de ces nouveaux traitements. Nous pouvons justement travailler ensemble de concert pour identifier les candidats à ces nouvelles thérapies pour leur permettre de bénéficier de ces avantages.
Par contre, en tant que cardiologue, je vous encourage à vous former non pas que sur ces nouveaux antidiabétiques, mais également sur les effets indésirables et les effets également des autres antidiabétiques, puisque souvent les patients ne vont pas avoir un seul traitement qui est ce ISGLT2 inhibiteur, mais un ensemble de traitements avec des effets indésirables qui sont particuliers. Et donc, ce serait intéressant justement que vous puissiez comprendre. Pour certains, bien entendu, je ne vous fais pas l'affront que vous savez tous quels sont les médicaments hypoglycémiants, mais il faut vraiment s'intéresser plus à tous les antidiabétiques pour comprendre notre prise en charge. Et bien entendu, il ne faut pas faire de switch, parce que le risque du switch, c'est d'arrêter, et nous avons eu quelques patients à Rabat, mais je pense aussi à Casablanca, d'arrêter un traitement antidiabétique ou carrément d'arrêter l'insuline, de proposer un ISGLT2 inhibiteur parce que le patient était en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire, l'indication était là, mais le fait d'arrêter l'autre traitement a fait grimper la glycémie et a entraîné des complications de cétose et de cétoacidose. Il faut donc prendre le patient dans sa globalité avec la prise en charge de la glycémie également, qui vient en parallèle de la prise en charge avec CISGLT2. Et comme vous avez vu, nous avons des études qui sont également chez les non-diabétiques. Donc l'avenir, clairement, je pense, c'est que ces traitements seront également des traitements pour les patients de la cardiologie pure sans qu'ils soient diabétiques. Et je serai ravie d'en discuter avec vous. Je vous remercie. Merci, Hind. C'était excellent, comme d'habitude. Et on voit l'intérêt d'une étroite collaboration cardio-endocrinologique pour gérer nos patients diabétiques. Il y a beaucoup de questions pour toi, Hind. Alors, on passe au troisième orateur, professeur Atul Pathak. À toi la parole. Atul? Atul, ton micro, s'il te plaît. Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci encore à mes amis marocains, Soumaya, Saïd, merci pour votre invitation. Même à distance, j'ai toujours plaisir à être parmi vous, à partager ces moments, surtout dans ces moments un petit peu particuliers. Oui, je suis un ami du Maroc parce qu'au Maroc, j'ai beaucoup d'amis et que j'apprécie énormément la gentillesse et l'amitié que me font tous les collègues et confrères marocains. Et Soumaya, depuis le tout début, quand j'avais moins de cheveux blancs, a toujours été quelqu'un qui m'a accueilli, il m'a fait participer à beaucoup d'événements au Maroc et que j'ai toujours effectué avec beaucoup de plaisir. Donc, on m'a demandé de réfléchir à cet exposé sur les liens qu'il y a entre hypertension et cholestérol et finalement, l'orateur précédent a planté un petit peu le décor parce que cette question, elle pose finalement la question plus générale de la gestion du risque cardiovasculaire. Alors, on pourrait parler d'un nouveau concept qui pourrait s'appeler l'hypertension. Pourquoi ce concept de l'hypertension, c'est-à-dire la coexistence de l'hypertension et de la dyslipidémie? Parce que épidémiologiquement, ces deux facteurs de risque sont très prévalents. J'ai pris ici quelques données américaines parce que vous le savez, c'est le pays probablement où ces deux facteurs coexistent de façon la plus dramatique, hein, puisque un Américain sur 4 a de l'hypertension et quasi 50% des Américains ont un cholestérol total supérieur à 200 mg par décilitre. On considère qu'une personne sur deux de la cohorte Framingham cumule hypertension et anomalie lipidique. Et finalement, le message pratique, c'est que quand vous en avez un, il faut aller chercher l'autre. Puisqu'on pense que non seulement on sous-diagnostique ces comorbidités, dyslipidémie chez l'hypertendu ou hypertension chez le dyslipidémique, mais ça va plus loin. Sur 30 millions d'Américains qui sont hypertendus dyslipidémiques, seul un tiers sont diagnostiqués pour les deux facteurs de risque, dont un tiers sont traités et dont peu, on ne sait pas exactement le nombre, sont véritablement contrôlés. Donc il y a d'abord un signal épidémiologique, ces malades, vous les voyez tous les jours dans vos consultations en hospitalisation. Deuxièmement, il y a un point physiopathologique. Ces deux facteurs de risque qui ne coexistent pas par hasard, car on sait que la dyslipidémie, par ses effets athérogènes, par les troubles vasomoteurs, par la dysfonction endothéliale, peut promouvoir la survenue d'une hypertension. Et à l'inverse, l'hypertension artérielle, par ses effets directs ou indirects sur le vaisseau, mais aussi sur la perméabilité du vaisseau,
va favoriser les complications de l'hypercholestérolémie, notamment par l'infiltration des plaques par les lipoprotéines athérogènes. Et puis, entre ces deux, il y a aussi un système qui semble être très impliqué dans la coexistence de ces deux facteurs de risque, qui est le système rénine-angiotensin-aldostérone. L'angiotensine 2 vasoconstrictrice va entraîner une dégradation de la fonction artérielle qui va favoriser la dyslipidémie. Mais vous savez aussi que l'angiotensine 2 est sécrétée par les adipocytes et peut faire le lien, par exemple, chez un sujet diabétique, obèse, insulino-résistant, entre troubles lipidiques et troubles vasculaires. Alors, comment on prend en charge ce risque? On est d'accord, il est prévalent, très prévalent. Il s'explique par la physiopathologie, mais comment est-ce qu'on va le prendre en charge? Après tout, les choses pourraient être simples. Vous n'avez pas besoin de moi. D'un côté, l'hypertension, de l'autre côté, la dyslipidémie, et je contrôle les facteurs de risque. C'est ce que j'ai appelé l'approche en silo, c'est-à-dire vous avez les deux choses en parallèle et on s'occupe d'un, puis de l'autre. Mais ça, on le fait déjà depuis plein d'années. On fait déjà contrôle de l'HTA, je parle sous le couvert de la présidente de la Société marocaine d'hypertension artérielle. On fait déjà la gestion d'hypertension. Est-ce qu'on est bon en France? Non. Moins de malades sur 2 et finalement à l'objectif tensionnel. On fait déjà du contrôle lipidique, mais est-ce qu'on est bon? Non. Les enquêtes épidémiologiques montrent que finalement, on est dans 60% des cas probablement efficace, surtout en prévention secondaire, mais pas tant que ça en prévention primaire. Et puis surtout, le fil rouge de notre journée aujourd'hui, c'est quoi? C'est le patient. On a parlé du patient dépressif, on a parlé du patient diabétique, et on parle aujourd'hui du patient qui cumule les facteurs de risque. Mais ce patient, en fait, il n'adhère pas à notre vision. Le trop de médicaments, trop bas, LDL bas, pression artérielle basse ou trop fort, je vais taper vite et fort, les patients n'en veulent pas. À tort ou à raison, mais c'est un facteur de résistance majeur. Et au-delà des données épidémiologiques, physiopathologiques, cliniques, thérapeutiques, il y a un domaine psychologique fondamental, et je referai référence à ce que disait le premier orateur, sur l'adhésion. C'est beaucoup plus compliqué que ça, que de contrôler l'hypertension et la dyslipidémie ensemble. Alors, la porte d'entrée, c'est bien sûr quelque chose de synthétique. Ça serait par exemple de parler du risque cardiovasculaire. Et toutes les recommandations, que ce soit celles dans l'hypertension, dans le domaine des lipides, dans le domaine de la diabétologie, vont se servir peu ou prou de cette entrée qui est ce tableau. Ce tableau, il nous rappelle deux choses. C'est par exemple celui qui va s'intéresser aux patients hypertendus. Eh bien, plus le niveau tensionnel d'un patient est important, ici, la première ligne, plus son risque est important. Vous voyez, quand votre pression est basse, on dit même normale haute, parce que vous êtes juste en dessous du 14,9, eh bien, votre risque, il est jaune. Et plus votre pression artérielle augmente, alors que vous n'avez aucun autre facteur de risque associé, plus votre risque augmente pour atteindre le haut risque cardiovasculaire chez les gens qui ont une pression très élevée. À l'inverse, quand votre pression est très basse ou normale, c'est le cumul des facteurs de risque ou la présence d'une atteinte d'organes cibles, voire l'existence d'une maladie cardiovasculaire préétablie, qui va être responsable de votre augmentation de risque. Autrement dit, l'augmentation de pression d'un côté, le cumul des facteurs de risque de l'autre va être responsable de l'augmentation du risque. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire qu'indépendamment d'une porte d'entrée isolée, je mesure la pression, je mesure le cholestérol total, la somme de ces deux facteurs va générer un troisième élément qui est le risque et qui est en général un risque potentialisateur. Je dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 3. Donc, cette notion de risque, deuxième information, comment convaincre nos patients que ce que l'on mesure a du sens? Parce que le risque pour nos patients, ça ne veut rien dire. Ça ne se touche pas, ça ne se comprend pas, ça ne se partage pas et ça ne se perçoit pas. Ça veut dire quoi, risque élevé pour un patient? Le score cardiovasculaire européen, il a l'avantage de mettre un chiffre sur ce risque. Ce chiffre étant par exemple ici 7, 8, 10. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire à 10 ans. Autrement dit, si vous êtes fumeur, par exemple ici, que vous êtes un homme, que vous avez 70 ans et que votre cholestérol est très élevé, eh bien, votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire, si en plus votre tension est très élevée, il est de 45%. 45% de risque de mourir à 10 ans d'une maladie cardiovasculaire. Mais vous savez, même ce chiffre, il ne parle pas parce que nos patients, ils ne sont jamais là. Ils sont plutôt jaunes ou verts, voire orange. Et vous leur dites, voilà, vous avez 3% de risque de mourir de maladie cardiovasculaire à 10 ans. Et même ça, ça ne fait pas bouger nos patients. Mais il y a une façon de les sensibiliser, c'est de leur dire, voyez, vous êtes fumeur, vous êtes ici, homme, fumeur, 50 ans, pression de 160, cholestérol total à 6.
eh bien, votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire est de 7. Mais ensuite, vous les faites jouer. Vous leur dites, vous voyez, si vous arrêtez de fumer, vous passez de cette colonne à celle-là. Vous passez de 7 à 3. Effectivement, le tabac, ça réduit de 50% votre risque de mourir de maladie cardiovasculaire à 10 ans. Si on baisse votre tension, eh bien, votre risque de mourir diminue. Si on baisse votre cholestérol, votre risque de mourir diminue. Donc, ce n'est pas tellement la valeur qui va impacter l'attitude de nos patients, mais c'est de comprendre l'influence sur cette valeur qu'ont les interventions thérapeutiques, qu'elles soient pharmacologiques ou non pharmacologiques. Troisième difficulté, c'est que l'approche du risque, elle oblige le praticien à être multifactoriel. Si vous voulez modifier le risque chez un patient qui a donc une lipitension, c'est-à-dire qui cumule dyslipidémie et hypertension artérielle, eh bien, il va falloir taper sur plusieurs points d'entrée. Les règles d'hygiène de vie, le contrôle glycémique, puisque 30% de ces malades sont diabétiques, la gestion de la dyslipidémie, le contrôle de la pression artérielle et bien sûr réfléchir à l'agrégation plaquettaire, c'est-à-dire que l'hypertension implique prise en charge multifactorielle. Alors, pour ce qui est des règles d'hygiène de vie, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce sont des règles que vous connaissez bien, mais qui ont un effet collatéral majeur. Parce que si vous réduisez vos apports en sel, si vous perdez du poids, si vous réduisez votre consommation d'alcool, si vous faites de l'activité physique, si vous arrêtez de fumer, systématiquement, vous allez agir sur ces deux risques, hypertension et dyslipidémie, et systématiquement, vous allez agir sur le risque cardiovasculaire global. Deuxièmement, il y a des nouveaux facteurs de risque. On en a souvent parlé. Je pense que nous, cliniciens, on se doute de ces facteurs. Eh bien, dans les recommandations récentes, ils ont été mis en avant. L'origine sociale, on sait que les catégories socio-professionnelles défavorisées font plus de complications cardiovasculaires. Le stress, on sait aujourd'hui que le burn-out, le stress au travail, la dépression, cela a été rappelé, ou aussi un certain nombre de contraintes. Je présente souvent ce travail qui dit que les gens qui ont un mauvais mariage, qui sont mal mariés, sont à haut risque d'événements cardiovasculaires. Les gens qui ne rigolent pas assez sont à haut risque de maladies cardiovasculaires. Les optimistes sont davantage protégés que les pessimistes. On connaissait ça lorsqu'on parlait des personnalités de type A ou de type B, mais maintenant, ça fait partie des recommandations de rechercher ces facteurs à côté, bien sûr, des maladies psychiatriques. Ça a tout son intérêt, on en a reparlé tout à l'heure, mais aussi des maladies auto-immunes, inflammatoires ou des traitements pour des affections virales comme l'infection par le HIV. Donc, la première approche, c'est l'approche sur les règles d'hygiène de vie et sur l'environnement, sur ce qu'on appelle finalement l'écosystème du patient. Ce n'est pas juste un problème de tension et de cholestérol, mais c'est aussi comment il vit, comment il travaille, comment il vit de cette vie, comment il est dans son quotidien. Et puis ensuite, on va bien sûr tomber sur les objectifs. Pour ce qui est de l'hypertension artérielle, vous le savez, les recommandations des sociétés savantes, qui sont peu ou prou les mêmes, montrent que l'objectif tensionnel a été revu à la baisse. Retenez de ce tableau que quel que soit votre niveau tensionnel de départ, l'objectif est d'avoir une pression artérielle systolique inférieure à 130 mm de mercure, sans jamais descendre en dessous des 120, parce qu'il y a ce phénomène, vous savez, de la courbe en J. Plus la pression baisse, plus le risque baisse, mais quand la pression baisse trop, le risque réaugmente. Et pour ce qui est de la diastolique, idéalement, entre 80 et 90, et en essayant de ne pas descendre, en dessous de 70 mm de mercure. Je parle de pression artérielle de consultation, mesurée avec un appareil validé, idéalement électroniquement. Et puis, une petite modulation, si vous avez plus de 65 ans, et surtout si vous avez plus de 80 ans, eh bien, on va revoir cet objectif un petit peu à la hausse et on ne sera pas au fameux 13,8, mais plutôt au 14,8, qui va être l'objectif tensionnel chez les gens qui ont plus de 65 ans. Alors, comment on fait? Parce que si on vous dit il faut y aller, il faut traiter vite, il faut traiter fort, eh bien, il faut adapter les recommandations. Et les recommandations, elles proposent cet arbre thérapeutique qui est une approche pas à pas. On vous invite à commencer d'emblée avec 2 traitements qui comprennent un bloqueur du système rénine et un inhibiteur calcique ou un diurétique, et d'associer ensuite ces 3 médicaments ensemble. Et puis, si ça ne suffit pas, et en le faisant toujours avec un seul comprimé, d'aller chercher l'aide de la spironolactone. Donc, bloqueur du système rénine, inhibiteur calcique, diurétique et spironolactone, c'est le carré qui va sauver vos patients hypertendus, que vous apporterez à vos patients étape par étape. Ça marche. Dans cette étude qui a comparé chez des hypertendus pas très sévères, 700 d'entre eux, avec une approche randomisée, la moitié, on leur donne un traitement d'emblée, quel que soit leur niveau tensionnel, avec une trithérapie fixe mini-dosée. Les autres, on les traite comme on a l'habitude de faire. Eh bien, vous voyez qu'au bout de 6 mois, ceux qui ont eu la trithérapie d'emblée
ont été contrôlés à 70%. Et regardez, cette étude, elle a été faite où? Au Sri Lanka. Ce n'est pas une étude à Monaco, aux États-Unis. Ça a été fait dans des dispensaires dans le sud de l'Inde, dans ce pays pauvre. Donc, c'est possible de contrôler la tension du plus grand nombre d'entre nous si on attaque fort et si on attaque en mettant les médicaments ensemble. Autre approche, c'est l'approche lipidique. Donc là, je vous l'ai dit, et ça a été redit par l'orateur précédent, la porte d'entrée, que ce soit pour l'hypertension, pour le diabète et donc pour les lipides, ce n'est pas le niveau du facteur de risque, ce n'est pas le niveau de tension, ce n'est pas le niveau de cholestérol total, c'est le niveau de risque cardiovasculaire. La porte d'entrée, en fait, elle est représentée par la colonne de gauche. Quel est mon niveau de risque? Moins de 1%, faible. Entre 1 et 5%, modéré. Entre 5 et 10%, élevé. Supérieur à 10%, très élevé. Et c'est le niveau de risque qui va définir l'objectif en LDL et la façon dont vous allez traiter vos patients. Donc, vous voyez, ceux qui disent oui, mais on voulait donner des statines à tout le monde, ce n'est pas vrai. Regardez tous ces patients verts là, en diagonale. Eh bien, ce sont des gens chez lesquels on va uniquement préconiser des règles d'hygiène de vie. Mais chez les patients jaunes et les patients rouges, il faudra aller chercher l'aide d'un traitement. Alors, vous pouvez bien sûr calculer le score de risque. Je vous invite à le faire. Il est disponible sous forme de calculette et d'application. Vous allez sur Google, vous tapez score de risque. C'est très facile. Mais parfois, dans notre activité clinique quotidienne, on aime bien aussi aller plus vite. Est-ce qu'il y a des phénotypes de patients? Eh bien, c'est très simple. Les sujets à très haut risque, c'est-à-dire qui ont le risque de mourir de maladies cardiovasculaires supérieur à 10%, vous les reconnaîtrez lorsqu'ils franchiront la porte du cabinet. Ce sont des gens qui ont une maladie cardiovasculaire établie. Donc, tous les gens en prévention secondaire, ce n'est pas la peine de calculer, ils sont à plus de 10%. Les diabétiques qui ont une atteinte d'organes cibles ou qui ont 3 autres facteurs de risque, ce n'est pas la peine de calculer, ils sont à plus de 10%. Et les insuffisants rénaux qui ont une clairance à moins de 30 ml par minute. Donc ça, c'est facile. Un insuffisant rénal, un diabétique très malade parce qu'il y a 3 facteurs de risque, une atteinte d'organes ou un patient qui a déjà fait un événement cardiovasculaire, ce sont des patients chez lesquels d'emblée, vous considérez qu'ils sont à très haut risque, 10%. L'objectif, je reviendrai là-dessus, ce sera d'avoir un LDL à moins de 0,7, voire pour certains même à moins de 0,57. Les sujets à faible risque, je prends exactement l'opposé. Pour cela, il faudra calculer le score de risque parce que souvent, on les attribue à tort comme étant des sujets à risque. Donc, les sujets qui ont moins de 1% de risque de décès, vous les dépisterez grâce à la grille. Vous n'échapperez pas à la grille pour les faibles scores et les scores modérés parce que souvent, ce sont des gens soit qu'on estime trop faibles, soit qu'on estime trop élevés. Et puis, le haut risque, ce sont des gens qui ont soit des facteurs de risque très élevés, tension très élevée, cholestérol très élevé, soit des diabétiques qui ont une durée de diabète un peu moins importante. En fait, c'est des très hauts risques, mais un petit peu modérés. C'est-à-dire que si vous prenez les facteurs de risque, c'est le cumul des facteurs de risque, mais avec des valeurs très élevées. Si vous prenez le diabète, c'est le diabète, mais moins long, avec seulement une atteinte d'organes cibles ou seul un facteur de risque au lieu des 3. Et si vous vous intéressez à l'insuffisance rénale, c'est entre 30 et 60 ml par minute. Et donc, logiquement, pourquoi j'insiste sur ce risque? Parce que le risque va générer votre attitude thérapeutique. Le très haut risque, l'objectif sera d'amener les patients à moins de 70 mg par décilitre et on pense même à moins de 55 mg par décilitre chez les gens qui font des récidives d'accidents. Le risque modéré, l'objectif est de 100 mg par décilitre et le risque bas, l'objectif est de 116. Vous voyez, les objectifs ont été revus à la baisse. Comment on va y arriver? Eh bien, c'est toujours pareil. On commencera par une statine. D'abord la statine pour arriver à l'objectif. Même si les triglycérides sont élevés, même si le HDL est bas, statine first. Si la statine ne suffit pas, on ajoutera de l'ézetimibe. Les fibrates au placard. On n'utilise plus de fibrates, ça ne sert à rien. Même dans des situations très particulières, vraiment les fibrates ont un niveau de preuve très faible. À part ces tableaux très particuliers, vous allez combiner statine et fibrate. Mais même quand vous faites cela, vous savez qu'il y a une étude, qui est l'étude Accord Lipide, qui a montré que statine fibrate ne fait pas mieux que statine seule. Et puis, il y a des pistes d'avenir. On en parlera peut-être au moment des questions et des réponses. Les oméga-3 qui reviennent en force avec l'étude Reduce-It et l'utilisation de l'EPA pur et les anti-PCSK9 qui sont désormais établis dans la gestion du risque cardiovasculaire. Donc voilà, vous évaluez le risque cardiovasculaire. Vous démarrez par un traitement si votre patient est un patient jaune ou un patient rouge. Vous commencez votre traitement par une statine avec l'objectif qui a été défini en fonction du risque. Vous rajoutez les étimibes si votre patient n'est pas à l'objectif et vous envisagez éventuellement comme trithérapie le rajout des anti-PCSK9 pour améliorer le contrôle de vos patients.
Il y a plein de pistes d'avenir. Cette diapositive qui est extraite d'un article qu'on a publié tout récemment et qui montre que ça continue de bouger dans le domaine des lipides. Et on en parlera peut-être au moment des questions-réponses. Mais il y a plein de pistes d'avenir qui sont représentées dans cette diapositive. Ensuite, il y a une question qu'on nous pose souvent. Mais ces malades à haut risque cardiovasculaire, est-ce qu'il faut leur donner de l'aspirine? La réponse est non. En prévention primaire, il n'y a pas de place pour un antiagrégant plaquettaire pour prévenir le risque d'événements cardiovasculaires. C'est clair et net chez les patients diabétiques, c'est l'étude Ascend. Alors, c'est clair et net, vous allez me dire, quand on regarde cette figure, 15 000 diabétiques, la moitié qui ont reçu de l'aspirine, 75 mg, l'autre le placebo, le rouge, là, la courbe en rouge, l'aspirine, elle est quand même en dessous de la courbe noire, placebo. Et il y a quand même une réduction de 12% du risque d'événements vasculaires. Donc, ce n'est pas que ça ne marche pas, l'aspirine. Ça marche, ça apporte un bénéfice vasculaire. Mais à quel prix? À un prix qui est que ça augmente le risque d'hémorragie digestive, respiratoire, urinaire. Et dans cette figure à droite, vous voyez en fait deux choses. Vous voyez en jaune et en rouge les saignements, et en gris et en vert les événements ou la mortalité en vert. Et vous voyez, qu'est-ce que l'on voit? Il y a trois groupes de patients. Chez les gens pour lesquels le risque est très élevé, c'est-à-dire tout à droite, plus de 10%, vous savez, les fameux patients à très haut risque, ceux qui ont fait des événements. L'aspirine, ça sert. Donc, personne ne vous dit qu'en prévention secondaire, il ne faut pas donner de l'aspirine, même si ça fait énormément saigner. Regardez les courbes, les tableaux jaunes et rouges. Le risque de saignement, c'est quand même 50 événements pour 5000 patients traités par an. Il y a un risque hémorragique. Mais le bénéfice clinique, il est très, très important. Par contre, en prévention primaire, c'est-à-dire lorsque le risque est inférieur à 10%, entre 5 et 10%, ou même lorsque le risque est très faible, inférieur à 5%, là, la balance bénéfice-risque n'est pas en faveur. Donc, le message général, ce n'est pas d'aspirine de façon systématique chez nos patients diabétiques en prévention primaire, mais peut-être une évaluation au cas par cas. Donc, en conclusion, je crois que la prévention cardiovasculaire du patient au risque, c'est un sujet d'avenir. Vous n'auriez pas pu choisir de message plus porteur d'espoir. Parce qu'au-delà des prises en charge traditionnelles que je viens de vous évoquer, c'est un domaine dans lequel tout est en train d'être révolutionné. On parle des antiplaquettaires au long cours. Vous savez qu'on imagine maintenant que le ticagrelor ou même le prasugrel, on ne l'arrêtera plus, on pourrait le laisser ad vitam aeternam. On parle même des AOD au long cours après avoir arrêté les antiagrégants plaquettaires. Je pense notamment aux derniers essais qui ont été faits avec le rivaroxaban. On place au sacubitril valsartan à la place des IEC dans le cadre du basique ou de la gestion de l'hypertension artérielle. On pense à la trithérapie pour le lipide avec statine, ézétimib et anti-PCSK9 demain. On pense à l'EPA pour baisser le taux de triglycérides et réduire encore la morbimortalité. Et puis, des pistes d'espoir, mais aujourd'hui trop onéreuses. Vous avez tous vu les résultats du canakinumab dans l'essai CANTOS, qui est un anti-inflammatoire très puissant et qui réduit la morbimortalité. Et puis, de l'autre côté, la colchicine, anti-inflammatoire qui ne coûte rien et qui réduit encore plus la mortalité chez les sujets coronariens. Et puis, des croisements qui se font entre disciplines, parce qu'on pourrait peut-être dire que les nouveaux antidiabétiques oraux sont des nouveaux médicaments du risque cardiovasculaire. Et donc, pour terminer, et puis remettre le patient au centre de la question, non seulement il faut que l'on fasse des webinars, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on applique les recommandations, mais il faut aussi qu'on change notre façon de communiquer vis-à-vis du risque cardiovasculaire. Parce que quand on dit à nos patients, vous savez, ce n'est pas grave, vous avez une petite hypertension artérielle, ils ne prendront pas leur traitement et vous ne les contrôlerez pas. Quand vous dites à quelqu'un, vous savez, bon, vous avez du cholestérol et de l'hypertension, c'est moins grave que le Covid ou c'est moins grave que le chikungunya, vous n'engagerez pas vos patients. Quand vous leur dites, vous savez, on a plus de 1500 molécules remboursées pour gérer l'hypertension, générique, thérapie simple, thérapie combinée, on va y arriver, vous n'engagerez pas vos patients. Et puis, là-dedans, ou derrière ça, derrière nos patients, il y a nous, il y a notre inertie thérapeutique. Et quand vous dites à quelqu'un, vous avez 143,92, c'est bon, eh bien, ce n'est pas bon. Donc, cette présentation, c'est aussi un plaidoyer pour qu'on change dans notre façon de prendre en charge nos patients qui combinent hypertension et dyslipidémie, les recommandations, les bons traitements, mais peut-être aussi le bon comportement. Merci pour votre attention. Toujours aussi brillant que d'habitude. On a beaucoup de questions. Je crois que je ne vais pas continuer à parler et à remercier. Alors, je vais commencer par le docteur Thiel. Les questions qui ont été posées pour le docteur Thiel. Je vous écoute. Alors,
quel est je ne sais pas si vous allez répondre à cette question, l'antidépresseur le plus recommandé chez les patients présentant un allongement de l'espace QT? Oui, de toutes les manières, je pense que c'est la paroxétine. Hein. Je pense que c'est la paroxétine, mais sous toute réserve, hein, je ne me prononce pas. Je pense que c'est la paroxétine, je pense. Atoul, Oui. est-ce que tu actives ton micro? Atoul, tu Oui, actives? voilà. En fait, effectivement, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, vous avez raison, sont ceux qui sont les moins toxiques sur le plan cardiologique. Vous avez très bien rappelé dans votre présentation qu'il fallait proscrire l'utilisation des antidépresseurs tricycliques à cause de leurs effets cardiologiques, mais aussi de leurs effets alpha-bloquants qui aggravent souvent chez nos patients le risque d'hypotension orthostatique. Donc, je crois que les IRS sont probablement ceux des médicaments que l'on peut proposer qui ont le moins d'effets toxiques sur le QT, qui ont même des effets latéraux bénéfiques, hein, parce qu'il y a eu plusieurs études de cohorte qui ont montré qu'ils avaient un effet anti-agrégant plaquettaire chez le coronarien et qui, à la différence des IMAO, qu'ils soient sélectifs ou non, n'entraînent pas les complications que l'on peut avoir lorsqu'on a une augmentation des catécholamines, notamment de la noradrénaline. Donc, j'abonde tout à fait dans votre sens. Pour la classe des antidépresseurs, les IRS et notamment la paroxétine sont des médicaments les plus safe. C'est-à-dire que l'escitalopram est connu comme étant parmi ceux qui l'allongent le plus, hein, parmi les ISRS. Hein. Donc, tout à fait. Voilà, donc là, je suis certain de ce que je dis. Alors, dépression Voilà. et arrêt du tabac. Doit-on conseiller l'arrêt du tabac chez un patient ayant un infarctus du myocarde, ayant fait un infarctus du myocarde? Dépression et arrêt du tabac, c'est les cardiologues vont répondre beaucoup plus que moi. Hein. Donc, en tout état de cause, le psy, qu'est-ce qu'il peut faire? Le psy, il doit aider. Ça, c'est une recommandation majeure de tous les cardiologues. Est-ce qu'on n'autorisera pas le patient à fumer puisqu'il est déprimé? Est-ce que ce n'est pas le tabac qui est la cause de la dépression, l'arrêt du tabac qui est la cause de la dépression? Oui, mais si l'arrêt du tabac, toute frustration, je vais jouer au psy que je suis. Je vais jouer au psy que je suis, si vous le permettez. Donc, tout arrêt d'une addiction est problématique, quelle qu'elle soit. Elle est problématique parce que l'addiction, quand elle est là, et le tabac est une véritable addiction, l'addiction, quand elle est là, elle participe à l'équilibre psychique, psychologique de la personne. C'est un élément de son équilibre psychologique. Alors, il est évident que dès que vous enlevez cet élément important de l'équilibre psychologique de l'addict, vous allez générer du mal-être. Le mal-être, il s'exprime comment chez l'humain? Il s'exprime d'abord sous forme d'angoisse et d'anxiété, avec ce qui va avec, à savoir des troubles du sommeil, une irritabilité, une baisse du seuil de réaction de la personne, des troubles peut-être sexuels, en tout cas tout ce qui peut être lié à une élévation importante du niveau d'anxiété de la personne. Donc, il va y avoir forcément des éléments de ce côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aider la personne à être moins dans le mal-être. Là, il y a toute l'approche, les approches psychocorporelles, toute l'aide qu'on peut apporter aux gens à travers des réponses non médicamenteuses. Il en existe. Hein. Vous faites du sport, vous faites de la relaxation, vous prenez peut-être des produits gentils et ensuite, non pas les benzodiazépines. Dans un second temps, on envisage de leur donner des petites doses d'anxiolytiques à très petite dose quand ils n'ont pas de passé addict au benzo. C'est pareil, là aussi, si on met une petite dose de benzo, c'est ce que je fais moi le plus souvent, une petite dose de benzo pendant 3, 4, 5 semaines et je l'enlève et on passe le cap difficile. C'est le début qui est difficile. Ensuite, il y a un rééquilibrage naturel qui se met en place. Vous savez, nous sommes des machines fantastiques, nous, êtres humains, vous le savez, les cardiologues, alors les psys encore différemment et de quelle manière. Et donc, nous avons la capacité à tout régénérer, à tout réparer dans notre psyché. Nous avons la possibilité de passer d'un équilibre à un autre. Il suffit simplement qu'on en ait les compétences ou qu'on soit aidé et qu'on donne le temps au temps. Notre grand problème en psychiatrie et en psychothérapie, c'est qu'il faut du temps. Pourquoi le temps? Parce que le temps est nécessaire pour que quelque chose à l'intérieur de nous fasse ce qu'elle est censée faire, cette chose, et qu'elle permette cet équilibre nouveau, de s'installer. Et donc, pour revenir à la question, il faut aider le tabagique à être moins mal dans son sevrage. Et là, il ne faut pas hésiter à l'aider, soit nous-mêmes, si on peut faire un bon soutien psychologique, comme je le disais tout à l'heure, ou à faire appel à un spécialiste qui va le soutenir et l'aider dans cette démarche. Cette démarche, elle est indispensable et le soutien psychologique est également indispensable.
Merci. Alors, comment détecter le risque suicidaire? Oh là, ça c'est toute une question. Hein. Non, vous savez, on n'est pas comme en cardio. Hein. La peur, hein. Ouais, on n'est pas comme en cardio. Le risque suicidaire, c'est une évaluation de la gravité, d'avoir du type de dépression devant lequel on est. Si on a un mélancolique, il est évident qu'il faut faire très attention. Si on a quelqu'un qui est dans ce qu'on appelait classiquement donc cette fameuse dysthymie ou ce qu'on appelait la névrose dépressive, il est évident que les symptômes dépressifs font partie de la personne. Et là, on se retrouve avec des gens qui font souvent des passages à l'acte, mais qui sont surtout de l'appel à l'aide. C'est du mal-être. On n'est pas dans le même registre. C'est pour ça que j'ai parfaitement séparé les dépressions de type majeur des autres dépressions. J'ai tenu à le faire pour justement qu'on fasse attention à ce qui peut se passer dans une dépression majeure et qu'on fasse peut-être moins attention au risque suicidaire, en tout cas à la gravité, à la létalité, n'est-ce pas, puisque c'est un mot à la mode, du risque suicidaire dans les deux autres types de dépression. Donc c'est vraiment une évaluation de la gravité, mais ce qu'il faut, si on a le moindre doute, il faut surtout faire attention et surtout aussi faire attention à ce qui peut se passer après ces fameuses 2 semaines au bout desquelles il y a possibilité de passage à l'acte. Je le disais tout à l'heure, il y a une libération, n'est-ce pas, de cette inhibition psychomotrice à laquelle est le patient sans lever de la douleur morale et avec le risque de passage à l'acte qui est caractéristique, encore une fois, de la mélancolie. Mais en règle générale, si on a un mélancolique, il vaut mieux ne pas s'en occuper. Si on a un mélancolique, il vaut mieux l'envoyer sur le spécialiste. Le cardiologue va surtout pouvoir s'occuper de ces fameuses dysthymies et ne se borner qu'à ça. Hein. L'autre volet de la prise en charge qui concerne les malades mélancoliques, je me permets de vivement insister sur l'intérêt pour le patient et pour le cardiologue de le diriger sur le psychiatre spécialiste. Hein. Ok. Je vais vous dire un commentaire du professeur Saïf Soulami. Alors, il a dit « Je voudrais attirer l'attention de nos amis cardiologues sur l'utilisation de l'escitalopram qui peut allonger le QT chez ces patients qui consultent souvent pour des extrasystoles pour lesquels on donne les antiarythmiques de la classe 1. Les autres molécules ne posent pas de problème. Alors, sa question, faut-il, dans le contexte des grands tabagiques, souvent déprimés, même on rejoint, qui ont fait un accident vasculaire cérébral, un accident vasculaire coronarien, prescrire systématiquement un antidépressif? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Donc, il faut éviter les citalopram. Oui. Alors, est-ce qu'il faut donner un antidépresseur systématiquement? Encore une fois, nous ne sommes pas en cardiologie. Nous sommes dans un registre, le registre de la psyché. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui peuvent s'améliorer avec, à la limite, même parfois, pas nécessairement un antidépresseur. Il y a des gens qui se guérissent d'une dépression sans avoir recours aux antidépresseurs. L'antidépresseur, s'il vous plaît, l'antidépresseur n'a de sens que si on le prescrit comme un élément de la prise en charge. Si on donne un antidépresseur comme on donne un antihypertenseur, on est à côté de l'intérêt du patient. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut être à l'écoute du patient, l'entendre, lui donner le temps, lui donner la possibilité de verbaliser. Vous savez, les neurosciences montrent des choses fantastiques. Vous savez, quand vous êtes devant un patient, quand vous êtes devant quelqu'un en général, vous allez, si vous restez un moment et que vous discutez, que vous êtes bien avec lui, vous allez avoir, on a pu mesurer des vibrations au niveau du cerveau, et les deux cerveaux vibrent en phase. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça montre à quel point, quand vous discutez avec quelqu'un, que vous lui donnez votre attention et que vous avez cette écoute par laquelle vous montrez à l'autre que vous l'écoutez, vous l'entendez, vous n'êtes pas encore en train d'attendre qu'il termine et lui montrant, parce qu'on passe jamais à côté, si on fait attention au temps, on montre à l'autre qu'on a envie qu'une chose, c'est qu'il débarrasse le plancher. Si on n'est pas là-dedans, on vibre en phase. Et cette phase, c'est comme le transfert, ce fameux transfert. Si on n'est pas en phase, si on n'est pas dans la relation avec l'autre, on ne fait rien. Le médicament ne fait que très peu d'action, n'a que très peu d'action s'il n'est pas associé à une prise en charge. Donc, le tabagique ou quelqu'un d'autre, oui, si on pense que c'est important, s'il a suffisamment d'éléments dépressifs, oui. Mais encore une fois, si vous inscrivez ce traitement médicamenteux dans une prise en charge globale, nous avons affaire non pas à un cerveau malade, s'il vous plaît, nous avons affaire à une personne qui dysfonctionne, dont la psyché dysfonctionne et qui doit être prise en charge dans sa globalité. C'était ma conclusion, c'est un être global. Ce n'est pas un cerveau malade.
S'il vous plaît, donc prenez-le en charge dans sa globalité. Je pense que c'est aussi valable pour la cardiologie. Merci, Dr Thiel. Alors, je passe la parole à notre amie Hind. Hind, tu nous as parlé des antidiabétiques oraux. Mais quelle est la place des injectables agonistes du GLP-1? En fait, comme le sujet que vous m'avez demandé, c'était spécifiquement les antidiabétiques oraux, je me suis focalisée sur les ISGLT2, mais c'est vrai que lorsque on va être en prévention secondaire ou à très haut risque cardiovasculaire, vous l'avez vu dans l'algorithme, on pouvait prescrire un injectable agoniste du récepteur au GLP-1 qui avait démontré la même chose, une supériorité en termes de morbimortalité cardiovasculaire. Donc en fait, on va dire que les indications peuvent se ressembler, mais par exemple, on a certaines qui vont plutôt privilégier l'un par rapport à l'autre. Si le patient est insuffisant rénal, clairement, on va plutôt privilégier cet injectable. Si on a besoin de baisser plus l'hémoglobine glyquée, c'est vrai que pour certains, ils la baissent bien. Également, lorsque on va avoir des patients, on peut avoir la trithérapie, un metformine agoniste du récepteur au GLP-1 et ISGLT2. Ce serait peut-être la trithérapie de choix pour un patient dans la catégorie cardiovasculaire, très haut risque cardiovasculaire. Alors, une autre question. Que pensez-vous de l'étude Verify publiée dans le Lancet par rapport à l'introduction précoce de gliptine metformine, protection cardiovasculaire? Oui, alors l'étude Verify, c'était une étude qui était sur l'introduction précoce de la vildagliptine associée à la metformine chez des patients donc diabétiques de type 2 nouvellement diagnostiqués avec des hémoglobines glyquées qui sont même inférieures à 6,5. Donc, c'est une étude qui a permis de montrer qu'on pouvait garder… En fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est surtout par rapport à l'inertie thérapeutique et la glucotoxicité, parce que les patients qui allaient être traités par bithérapie d'emblée allaient avoir le même traitement finalement pendant plus de temps qu'un patient qui allait avoir et la metformine, puis la vildagliptine, puis le reste. Alors, dans cette étude, au niveau cardiovasculaire, ce n'était pas du tout une étude dont l'objectif primaire, c'était comme pour les autres dont on a discuté, les poids MACE, mais c'est vrai qu'il y a eu moins d'événements cardiovasculaires dans cette étude chez les patients qui avaient une bithérapie orale d'emblée, mais quand même, je voudrais rappeler que c'est des patients qui sont nouvellement diagnostiqués, donc de toute façon, ils ne sont pas exposés à plus de risques, et c'était des patients qui étaient en prévention primaire. Donc oui, pour éviter l'inertie thérapeutique, ils sont proposés, c'est marqué dans l'ADA d'ailleurs, dans les recommandations, surtout s'il y a un gap entre l'objectif d'hémoglobine glyquée et l'hémoglobine glyquée actuelle de 1,5 à 2%. Pour faire clair, patient nouvellement diagnostiqué qui fait des mesures régionodététiques pas trop mauvaises, s'il a une hémoglobine glyquée qui dépasse 8,5%, voire 9%, la bithérapie orale d'emblée va être plutôt bénéfique chez des patients en prévention primaire, hein, j'insiste. Alors, une autre question pour toi, Hind. Finalement, les inhibiteurs SGLT2 sont-ils néphroprotecteurs ou doublent-ils la créatinine? Non, en fait, c'était un ralentissement du doublement de la créatinine qu'il y avait dans l'étude. Donc, en fait, ils sont protecteurs. C'est le ralentissement qui permettent de réaliser. Donc, effectivement, ils sont protecteurs rénal. Et je pense que ce sont des traitements qui doivent être vraiment discutés entre cardiologues, néphrologues et endocrinologues pour pouvoir les proposer. Alors, je vais vous dire, au Maroc, je sais qu'ils ne sont pas encore remboursés, mais ils sont remboursés par les mutuelles et je trouve que ce sont des traitements qui ne sont pas assez prescrits, pas assez proposés. Il faut d'abord proposer au malade en lui expliquant les avantages et ça peut se faire lorsqu'on peut justement avoir cette symbiose entre les 2 ou les 3 spécialités qui le prennent en charge et même le médecin généraliste pour pouvoir diminuer son risque global finalement. Alors, Dr Mbchouri, il a posé la question suivante. Par quel mécanisme surviennent les infections urogénitales sous Alors, les ISGLT2, du fait qu'ils vont avoir un passage beaucoup plus important au niveau du rein, donc il y aura du sucre et du sucre qui va être éliminé par les urines, c'est essentiellement par ce biais qu'on va avoir plus d'infections urogénitales. C'est par le biais de la glucosurie. Alors, une autre question pour toi. Pourquoi les endocrinologues restent réticents
pour les SGLT2? C'est une très bonne question. En fait, les endocrinologues de chez nous, c'est vrai que pour moi, l'indication est claire pour beaucoup de patients et j'aime toujours insister sur le fait que ce n'est pas simplement des patients qui ont déjà fait un événement cardiovasculaire, mais également les patients, comme on a vu tout à l'heure, à très haut risque cardiovasculaire qui bénéficient de ces traitements. Donc, si vous avez un endocrino ou un autre médecin qui n'a pas justement trouvé on va dire l'indication, l'intérêt de la discussion entre nous est intéressante et j'aimerais bien que les cardiologues, justement, on se connaît tous, hein, téléphonent ou écrivent un courrier à l'endocrinologue pour pouvoir prescrire ce traitement. Je dois dire que beaucoup de mes confrères le prescrivent. On est beaucoup limité par le fait qu'il ne soit pas remboursé, hein, pour être honnête, mais je suis sûre qu'on pourra faire mieux plus tard. Je pense que la collaboration doit être importante et le fait de s'inviter comme ça dans les congrès, les cardios chez les endos chez les cardios va nous permettre d'avancer dans ce sens. C'est sûr, il faut qu'il y ait entre les deux. Alors, c'est pour toi maintenant, Atul. Alors, est-ce que le cholestérol total seul a une signification dans l'interprétation des dyslipidémies? Oui, c'est une très bonne question, puisque dans l'évaluation du risque cardiovasculaire, ce n'est pas le LDL cholestérol, mais le cholestérol total. On va dire que le score de risque cardiovasculaire, c'est un score qui a été développé pour permettre à tout le monde de calculer facilement le score de risque cardiovasculaire sur la base donc du cholestérol total. Mais dans les faits, celui qui a posé la question a tout à fait raison. Pour affiner le risque, avoir le LDL, avoir même la LP petit a, avoir les apolipoprotéines B, peut être un indicateur pour affiner le diagnostic et affiner le traitement. On sait par exemple que les gens qui ont des LP petit a élevés ont plutôt des dyslipidémies avec une composante génétique et familiale. Ça peut aider dans le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Dans d'autres situations où on est parfois surpris par l'absence d'élévation trop importante de cholestérol total ou au contraire d'élévation très importante du cholestérol total, mais qui est le fait d'une augmentation du HDL cholestérol. On pourrait traiter à tort alors un patient alors que finalement sa fraction protectrice est augmentée, c'est elle qui est responsable de l'augmentation. Donc, réponse courte, cholestérol total, c'est un bon outil pour faire de l'évaluation globale, du dépistage, mais effectivement d'avoir le LDL et les autres fractions, ça permet d'affiner le diagnostic. Ok, une autre question, je crois un peu pratique. Alors, c'est pour vous deux, pour toi Atul et pour Hind. Prescrivez-vous des statines et des médicaments cardio- et néphroprotecteurs pour un jeune diabétique de 19 ans, diabète de type 1 depuis 16 ans et qui a un LDL à 1,30? Je laisse d'abord Hind ou moi je réponds. Un patient, je vais démarrer sur le diabète et puis peut-être que vous finissez sur le LDL. Oui. Il faut comprendre que le diabétique de type 1 va être traité par insuline. Hein, c'était bien diabétique de type 1, ça ne peut pas être un type 2 à cet âge-là, à 19 ans. Il est à très haut risque cardiovasculaire. Peut-être, il faudrait. On n'a pas les autres critères. Un patient diabétique de type 1 ne va pas avoir de traitement par ISGLT2 ou agonie du récepteur au GLP1 pour l'instant. Mais c'est vrai qu'il y a des études en cours sur le type 1 pour évaluer l'intérêt de ces thérapies, avec même des AMM qui vont démarrer ou qui ont déjà démarré, notamment pour les agonies du récepteur au GLP1 plus que pour les ISGLT2. Donc, pour l'instant, on va continuer à traiter son diabète avec de l'insuline en ayant un objectif d'hémoglobine glyquée non pas inférieur à 7%, mais entre 7 et 7,5, plutôt d'ailleurs vers 7,5 pour qu'il ne fasse pas d'hypoglycémie dans ces cas-là. Et le LDL, je vais laisser Atul Pathak enchaîner sur le LDL. Oui, effectivement. Bon, le pronostic cardiovasculaire des diabétiques de type 1, il est bien sûr essentiellement lié en fait au contrôle de l'hémoglobine glyquée. Les méfaits du déséquilibre de la glycémie vont porter, à la différence du diabétique du type 2, pas que sur le macrovasculaire, mais aussi sur le microvasculaire. Et ces sujets souffrent sur le plan cardiologique de neuropathie autonome cardiaque, d'hypotension orthostatique, de dysautonomie cardiovasculaire. Donc, la première base de traitement, ça reste le contrôle de l'hémoglobine glyquée. Ensuite, pour ce qui est des autres facteurs de risque, je crois que
l'intérêt des IEC ou des ARA2, mais on va dire plutôt les IEC qui ont été mieux étudiés dans cette indication, c'est la néphroprotection et la protection, on va dire, des organes cibles. Donc, intérêt éventuellement pour retarder l'altération rénale ou l'altération vasculaire. Pour ce qui est des statines, je crois que chez des sujets jeunes, pour lesquels le LDL n'est pas trop élevé, on est à 1,3, les objectifs qu'on a définis, c'est-à-dire de 1 g ou de 0,7 g, ont été surtout mis en place pour les diabétiques de type 2, mais pas pour les diabétiques de type 1. Donc, je crois que finalement, le facteur de risque supplémentaire chez ces diabétiques de type 1, c'est l'âge. Et au gré de l'âge, c'est-à-dire quand ils atteindront 35, 40 ans, peut-être qu'on voudra alors les protéger en leur rajoutant une statine, mais pas véritablement pour protéger ces patients de type 1 du risque cardiovasculaire à cet âge-là. Il y a une vraie différence entre le type 2 et le type 1 dans les complications cardiovasculaires. C'est beaucoup plus macrovasculaire pour le type 2 et plutôt microvasculaire pour le type 1, même si c'est schématique. Donc, 1,3 g, je ne lui démarrerai pas de statine pour l'instant. D'accord, très bien. Alors, les recommandations européennes soulignent l'importance du dosage de l'ApoB et de la lipoprotéine A. Comment s'en servir en pratique clinique quotidienne? Docteur. Alors, je peux peut-être répondre, Ine. Donc la LP petit a, il faut savoir que c'est un marqueur lipidique qui varie très peu et qui donc doit faire partie du bilan de quelqu'un qui a une dyslipidémie une seule fois. D'accord ? Ce n'est pas un truc qu'on va doser, qu'on va monitorer, qu'on va surveiller et qui oriente dans des tableaux qui sont évocateurs d'hypercholestérolémie familiale hétérozygote vers le caractère génétique. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez un doute, quelqu'un a un cholestérol total élevé, du LDL élevé, mais il n'a pas non plus les lésions qu'ont les gens qui ont une dyslipidémie familiale homozygote, il n'a pas de xanthome, il n'a pas d'arc cornéen, il n'a pas de localisation lipidique ailleurs. Donc vous dites, bon, c'est du cholestérol élevé, mais ce n'est pas de la dyslipidémie homozygote familiale. Est-ce que c'est vraiment génétique? Donc, doser la LP petit a chez ces patients, ça peut orienter vers le caractère génétique, mais on ne le fera qu'une seule fois. L'intérêt de l'ApoB, c'est dans certains tableaux où vous avez une hypertriglycéridémie qui fausse le calcul du LDL cholestérol. Donc là, on va avoir quelque chose de précis. En faisant l'ApoB, on aura une appréciation plus fine des fractions athérogènes du cholestérol. Il y a du LDL dedans, mais il n'y a pas que du LDL, où il y a plusieurs fractions de LDL, plusieurs fractions athérogènes. Donc, l'ApoB, c'est peut-être plus fin que le LDL. Et ça peut servir à faire du diagnostic, pas nécessairement du suivi. La LP petit a, c'est un bon outil de diagnostic pour les dyslipidémies familiales génétiques, mais pas un outil de suivi ou de monitoring de l'efficacité d'un traitement. Alors, l'intérêt des statines chez l'hémodialysé. Alors, l'intérêt des statines chez les hémodialysés, il y a deux types d'études qui ont démontré cet intérêt. Il y a des études prospectives randomisées. Je dirais que l'étude phare, c'est l'étude SHARP, qui a démontré que l'association simvastatine-ezetimibe réduisait la morbimortalité de ces patients qui ont une insuffisance rénale. C'est l'étude, je dirais, qui a été à l'origine de l'entrée dans les recommandations de l'insuffisance rénale comme un facteur de haut risque. Vous savez, dans la case des patients qui avaient plus de 10% de risque d'événement, il y a les insuffisants rénaux qui ont une clairance de la créate inférieure à 30 ml par minute. Et puis ensuite, il y a eu des études rétrospectives qui ont porté sur des petits échantillons d'insuffisants rénaux. Il y en a eu deux. Il y en a eu une avec l'atorvastatine et la seconde avec la rosuvastatine qui montrent, donc respectivement l'étude 4D et l'étude Aurora, qui montrent que les statines chez les sujets qui ont une insuffisance rénale chronique améliorent le pronostic de ces patients. Donc je crois qu'en pratique, quelqu'un qui a une insuffisance rénale chronique bénéficiera d'un traitement par statine. Il faudra idéalement utiliser une statine à faible dose pour éviter le risque d'effets indésirables, augmenter progressivement la dose pour atteindre des objectifs thérapeutiques, donc LDL bas, puisque ça fait partie des patients à haut risque cardiovasculaire si la clairance est inférieure à 30. Et souvent, la combinaison statine-ezetimibe, justement pour ne pas avoir augmenté trop les statines et ne pas exposer trop les patients au risque d'effets indésirables des statines, tout en garantissant un bon contrôle du LDL cholestérol. Très bien. Alors, une autre question pour toi, Atul. Vu que l'association est fréquente, l'hypotension avec risque élevé, serait-il adéquat d'associer une statine ou au moins un régime hypocholestérolémique chez tout hypertendif sous traitement? Alors, il y a eu une étude qui a essayé de répondre à ça, qui est l'essai ASCOT. Donc, dans l'essai ASCOT, on a pris des hypertendus, mais qui étaient à haut risque, parce qu'ils cumulaient avec l'hypertension soit d'autres facteurs de risque, soit une atteinte d'organes cibles.
Et chez ces hypertendus, on a systématiquement donné 10 mg d'atorvastatine et on a comparé ça au placebo. Les résultats sont là, c'est l'étude Ascot-LLA. Elle montre en fait qu'il y a une réduction de 20% du risque d'événements cardiovasculaires. Donc, je crois que la statine systématique se justifie chez l'hypertendu à haut risque. Mais si vous vous rappelez mon tableau, l'hypertendu à haut risque, c'est un hypertendu qui de facto va être à plus de 5% de risque cardiovasculaire. Mais la statine systématique chez tous les hypertendus, non. Donc, je crois que l'idée, c'est vraiment calculer le risque de votre patient hypertendu et si son risque est supérieur à 5%, lui proposer un traitement par statine. Okay. Une question pour toi, Hind. C'est Dr Fdouache de Marrakech qui a posé cette question. Alors, ces traitements bénéfiques pourraient-ils être envisagés comme des traitements de première intention avant la prescription de metformine ou d'autres antidiabétiques chez les sujets âgés? Les mycoses sont-elles fréquentes? Alors, c'est vrai que lorsqu'on va avoir ces traitements, l'ESC, vous avez vu, l'ont placé chez tous les patients, âgés ou pas âgés, en prévention secondaire. Ils ont placé ISGLT2 agoniste du récepteur au GLP1. Alors, pour un sujet âgé, si jamais la metformine n'est pas indiquée, c'est très probablement parce que sa fonction rénale n'est pas correcte. Donc, normalement, ça va être les deux qui seront mis en second, on va dire, de côté. Et la metformine, même chez un sujet âgé avec un bon DFG, on peut aller à 1 gramme par jour. Après, il faut faire attention aussi chez le sujet âgé à cause du risque de déshydratation. Il faut vraiment insister lorsque vous avez ces traitements pour leur expliquer qu'il faut qu'ils boivent au moins 1,5 litre, voire 2 litres par les périodes de chaleur chez nous pour qu'il n'y ait pas justement d'effet sur l'hypotension. Maintenant, le fait simplement que le sujet soit âgé, s'il est en prévention primaire, peut-être que le meilleur des traitements pour lui à ce moment-là, si on ne peut pas mettre de metformine, ce sera plutôt un IDPP4. Parce qu'il y aura une baisse de l'hémoglobine glyquée sans hypoglycémie. Bien entendu, il n'y aura pas de perte de poids, mais il n'y aura aucun effet indésirable dans ces cas-là. Et on a beaucoup d'études pour le sujet âgé avec les IDPP4 qui ont démontré, bien entendu en prévention primaire, hein, j'insiste, des bénéfices. Il faut vraiment peser le rapport bénéfice-risque, même lorsqu'on est en prévention secondaire dans ces cas-là. D'accord. Alors, une hypertriglycéridémie, même élevée, est-elle à négliger chez un coronarien? Alors, l'hypertriglycérémie très élevée, c'est-à-dire 12 grammes, 11 grammes, 10 grammes, son traitement est justifié parce qu'on a peur du risque de pancréatite. Donc ça, je ne remets pas ça en cause. Vous avez besoin d'un fibrate, ça marche. Si votre objectif, c'est de traiter le risque cardiovasculaire, le traitement établi pour le coronarien, quel que soit son niveau de triglycérides, c'est le traitement par statine. C'est ça qui importe chez le coronarien. On va accepter d'avoir des triglycérides élevés, qui d'ailleurs peuvent être parfois modulés par le régime, l'activité physique. On va laisser les triglycérides élevés parce que l'objectif, c'est vraiment de baisser le LDL et de donner le maximum de chance aux patients coronariens en leur donnant des statines. Après, il y a 2 possibilités, même 3. La première, c'est dans des situations très complexes d'associer statine et fibrate avec le risque que l'on connaît, mais si c'est surveillé ou coaché par quelqu'un qui s'y connaît, pourquoi pas, mais il y a un risque majeur d'effets indésirables, mais ça peut être une stratégie. Même si cette stratégie n'a jamais fait la preuve de son efficacité dans un essai, il y a eu un seul essai qui est l'essai Accord Lipide qui a étudié phénofibrate, simvastatine, mais c'est vrai que dans le sous-groupe des patients qui avaient triglycérides élevés, HDL-PAR, quel que soit le niveau de LDL, statine fibrate a réduit le risque d'événement. Deuxième réponse, on pourrait s'associer à des oméga-3, mais là aussi, études positives, études négatives, finalement, les oméga-3 ont été retirés des recommandations dans la prise en charge en prévention secondaire des coronariens. Mais si vraiment on veut baisser les triglycérides, on peut recourir aux oméga-3. Et troisième réponse, qui à mon avis est l'avenir, c'est dans les suites de l'étude Reduce It, qui a évalué l'effet de l'EPA, qui est une fraction des oméga-3. Vous savez que les oméga-3, jusqu'à présent, c'était un mélange d'acides gras polyinsaturés, le DHA et l'EPA, et la qualité de ces oméga-3 était définie par le rapport EPA sur DHA. En fait, on a pu synthétiquement, chimiquement produire de l'EPA pur, et l'EPA pur donné à des diabétiques qui avaient un traitement par statine, en plus du traitement par statine, a entraîné une réduction très très importante de la mortalité cardiovasculaire, quel que soit le niveau de LDL, chez les gens qui avaient quand même des triglycérides un petit peu élevés. Donc, je crois que l'avenir, chez les gens qui auront
besoin de statine et qui auront des triglycérides élevés, ça sera de leur proposer l'EPA qui a révolutionné et qui a d'ailleurs bénéficié d'un label de la FDA dans un process accéléré parce que c'est devenu maintenant un traitement de choix pour ces tableaux-là. Donc, EPA à suivre pour la prise en charge de l'hypertriglycéridémie chez les coronariens. Très bien. Alors, est-ce que les diurétiques n'aggravent pas les dyslipidémies et sont donc à éviter en première et en deuxième intention en cas d'hypertension artérielle et dyslipidémie? Alors, effectivement, les diurétiques ont des effets métaboliques délétères, c'est connu, c'est rapporté, mais le bénéfice clinique du contrôle tensionnel dépasse les méfaits potentiels d'un diurétique. Je veux dire par là, c'est que si vous avez besoin d'un diurétique pour contrôler la tension, souvent, après vous avez toujours le choix chez quelqu'un qui est métabolique de commencer par l'IEC associé à l'inhibiteur calcique, mais si vous avez besoin du diurétique pour contrôler sa tension, il ne faut pas hésiter parce que nos collègues diabétologues endocrinologues adapteront le traitement si nécessaire et pour juguler le déséquilibre métabolique qu'il y aura. Ensuite, cette dyslipidémie, elle n'est pas majeure, elle n'est pas à risque, elle n'est pas inquiétante, elle n'est pas fixe. Donc, je crois vraiment ce qui prime, c'est le contrôle tensionnel, même chez les métaboliques. D'abord, privilégier bloqueur du SRA, inhibiteur calcique, mais si le recours au diurétique est nécessaire, il faut y aller. Ne tombez pas dans le piège d'utiliser des médicaments non validés, que ce soit les alpha-bloquants, les antihypertenseurs centraux ou autres. Allez à la trithérapie. Si vraiment vous êtes inquiet, que ce soit pour le déséquilibre glycémique ou lipidique, feront le job et nous aideront. Merci. Je pense qu'il y a d'autres questions, mais vous avez déjà répondu à ces questions. Saïd, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on arrête? Je pense qu'on est on rajoute encore, si tu veux, 5 minutes de questions, mais pas plus, Oui. si les orateurs sont d'accord. Est-ce que tu as des questions? Les questions, c'est des questions il y a des répétitions. C'est pour ça que j'ai choisi. Alors, risque d'arrêt de traitement par statine chez la Oui, c'est ce que personne j'allais poser, oui. âgée avec douleur musculaire. Alors, c'est toujours une question de balance bénéfice-risque, d'accord? Ce n'est pas une question d'âge. Mais si votre patient est coronarien en prévention secondaire, qu'il a vraiment besoin d'une statine et qu'il a des effets indésirables, il faut toujours avoir à l'esprit plusieurs choses. D'abord, l'effet indésirable des statines, il est dose dépendant et il est statine dépendant. Donc, ça veut dire que si vous prenez 80 mg de Taor, 20 ou 40 mg de rosuvastatine, vous avez plus de chances d'avoir des effets indésirables que si vous prenez une statine moins dosée ou moins puissante. Deuxièmement, il faut toujours regarder l'environnement parce qu'il y a d'autres facteurs de myolyse, l'hypokaliémie, l'hyperthermie, l'hypothyroïdie, la coprescription de corticoïdes, la coprescription de fibrates. Donc, il faut regarder si autour du patient, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent expliquer ces effets indésirables. Troisièmement, on peut baisser les doses de statine et combiner avec des étimibes. Quatrièmement, on peut, et les recommandations le proposent, si on a vraiment besoin de statine, essayer de faire des microdoses, c'est-à-dire faire 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, une petite dose de statine. C'est toujours mieux que de ne rien donner et c'est en général associé à moins d'effets indésirables. D'accord. Bon, une autre question. Alors, pour un patient de 48 ans sans facteur de risque, découverte fortuite d'une plaque de la carotide commune de 48%, présente une hypertriglycéridémie à 3 et un cholestérol à 2, et un LDL à 1,67. Faut-il lui donner des statines? Oui. Sous régime, les chiffres baissent, mais ça fluctue d'un bilan à l'autre durant le traitement. Et que pensez-vous de la prévention par aspirine dans ce cas? Alors, la statine, il faut la donner. Donc, ça, il y a pas, je pense que les choses sont assez claires. Je ne vais pas tous les chiffres, mais globalement, on est chez quelqu'un qui va avoir 5% de risque. L'objectif est d'être à 1,16, il est au-dessus, donc ça sera statine. Et deuxièmement, pour l'aspirine, c'est une très bonne question. 50%, on est à la limite de la prescription d'un antiagrégat plaquettaire. Bénéfice de prévention existe, mais il est limité. Risque hémorragique est présent. Donc, moi, j'attendrai pour lui prescrire un antiagrégat plaquettaire de façon systématique. D'accord. Bêta-bloquant et glycémie.
Alors, effectivement, les bêta-bloquants ont des effets indésirables. Ils entraînent une baisse du risque du taux de HDL, une augmentation du risque de triglycérides, un effet indésirable sur le plan du métabolisme glucidique, de l'insuline et de la glycémie. Mais encore une fois, la vraie question, c'est pourquoi je veux prescrire des bêta-bloquants. Si j'ai un insuffisant cardiaque, un coronarien, et que la prescription des bêta-bloquants, elle est indispensable parce qu'elle réduit la morbimortalité cardiovasculaire, je dirais que le reste n'a pas d'importance, il sera géré, jugulé. Si votre prescription de bêta-bloquant est inadaptée, c'est-à-dire que vous allez la prescrire pour juguler une hypertension, or ça ne fait pas partie pour l'instant de l'algorithme de prise en charge de l'hypertension ou pour d'autres symptômes, il faut alors aller vers une autre molécule validée. Donc quand on a besoin du bêta-bloquant, les effets délétères métaboliques, eh bien, il faudra apprendre à les gérer. Quand on n'a pas besoin du bêta-bloquant, il ne faut surtout pas les prescrire parce qu'ils ont des effets indésirables et leur bénéfice n'est pas patent. D'accord, Hind? Tout à fait. En fait, il faut, si l'indication est là, c'est le bêta-bloquant qui prime. Et même si on dit que les signes d'hypoglycémie sont masqués, vous avez vu qu'on a d'autres traitements qui n'entraînent pas d'hypoglycémie. Et même s'ils en ont, on va insister sur l'autosurveillance. On doit toujours regarder la balance bénéfice-risque. Et si jamais le bêta-bloquant est indiqué, à ce moment-là, on gère le diabète sans souci. Il n'y a pas du tout, on va dire, il ne va pas y avoir une interaction. Une dernière question de la part du docteur Khatouli de Marrakech. Jusqu'à quel âge on doit continuer à donner les statines? Merci Ali pour ta question. Donc, jusqu'à quel âge? Je crois que c'est une excellente question parce que l'âge, finalement, ce n'est pas l'âge civil, mais ça sera l'âge physiologique. Si vous avez un petit papy qui va faire son marché dans le souk de Marrakech, qui va se promener dans les jardins de Majorelle, qui s'occupe de ses petits-enfants, alors lui donner la chance d'être exposé à une statine le plus longtemps possible parce qu'il n'en a pas les effets indésirables, c'est un plus. À l'inverse, si vous avez quelqu'un même qui est jeune, mais qui a des comorbidités, des troubles des fonctions cognitives, qui a une polymédication, alors je pense qu'effectivement l'arrêt des statines est justifié. Donc je crois que c'est vraiment une question de balance bénéfice-risque individualisée, plus qu'un problème d'âge. Alors bien sûr, on peut revenir aux études. L'étude Prosper montre que la pravastatine réduit le risque d'AVC chez les sujets qui ont en moyenne 81 ans. Ça vaut le coup. Dans les analyses en sous-groupe de tous les essais de lipidologie, les patients, même âgés, qui ont eu un syndrome coronarien aigu et qui bénéficient d'un traitement par statine, tirent un bénéfice à être exposés à ce traitement. Donc, je crois que plus que l'âge, c'est vraiment la présentation clinique et la chance que l'on veut donner aux patients. S'ils tolèrent les traitements, il faut les lui laisser. S'il y a trop de comorbidité, trop de polymédication, il faut savoir les arrêter. D'accord. Une autre question pour Une dernière, Soumaya. Merci. Peut-être aussi Atoul pourra répondre à cette question. La dépression est-elle curable? À partir du moment… Merci pour la question. Thé à la menthe, le soleil de Marrakech et la dépression disparaît. Bon. Non. Oui, absolument, absolument. Disons, est-ce qu'elle est curable? Il est évident que nous avons dans notre pratique des déprimés qui redeviennent parfaitement comme avant. D'ailleurs, moi, quand je prends les gens dans ma clinique, je leur dis que le deal, c'est pas d'être comme avant, parce que c'est ce qu'ils demandent, c'est d'être mieux qu'avant. Parce que l'expérience de la dépression, vous savez, faut pas croire, l'expérience de la dépression est une expérience, disons, des plus intéressantes. Elle permet de revoir notre rapport à nous-mêmes et au monde. Ça veut dire qu'elle peut constituer un tremplin pour se construire et construire notre relation avec nous-mêmes, avec les autres, dans une autre dimension. Donc, il faut en sortir, mais il faut en sortir grandi, donc c'est le deal. Mais bien évidemment, encore une fois, si on accompagne ça avec un accompagnement psychologique intéressant, parce que si on est confronté à nous-mêmes, à notre douleur, et qu'on attend le jour où le médicament va commencer enfin à agir après 15 jours, comme il est classiquement dit, c'est un petit peu ennuyeux. Donc, il y a quelque chose à mettre en place pour permettre, pour donner toutes ces chances aux gens de s'en sortir. Et il faut pas croire, mais la très grande majorité des gens donc, sont parfaitement asymptomatiques au bout de quelques semaines de traitement. Donc, ils sont complètement… Et ils ont peut-être d'autres symptômes d'anxiété, des symptômes de dysfonctionnement qui sont ni plus ni moins que les symptômes qui sont les leurs et qui s'inscrivent dans leur fonctionnement normal. On a tous des symptômes. Alors, est-ce que guérir, c'est être asymptomatique? Non. Guérir, c'est avoir un fonctionnement
avec soi-même et avec les autres, suffisamment bon pour qu'on arrive à avancer et à nous construire et à dépasser les moments difficiles. La dépression majeure, quand elle est là, elle est critique. C'est une crise dépressive. Ce n'est pas un état. Ce n'est pas un état. Les dysthymies peuvent constituer un état. On a parlé de pattern, on disait pattern D à une époque. Donc, en tout cas, même ces dépressions, quand elles s'inscrivent dans la durée, ces dysthymies, même à ces problèmes-là, il y a des réponses. Et là, les réponses ne sont pas médicamenteuses le plus souvent, elles sont psychologiques. Donc, simplement, n'oublions pas encore une fois, que ce n'est pas le cerveau qui est malade, c'est un dysfonctionnement d'un individu qui a besoin d'être aidé en tant que personne et non pas avec un cerveau qui dysfonctionne. Et je pense qu'avec ça, on donne toutes leurs chances aux personnes qui sont déprimées de s'en sortir et de s'en sortir grandis. Très bien, merci. Alors, merci à l'assistance, merci à nos éminents orateurs, merci Atlas Pharma. Et je ne vais pas terminer sans remercier Younes, notre informaticien qui fait du sans faute. Je remercie aussi notre ami Hassan Mir. Alors, c'est le grand Hassan, moi je l'appelle le grand Hassan, qui nous assiste tous avant le webinaire pour tout le côté technique. Merci pour tes conseils, cher Hassan. Alors, je vais vous rappeler, si vous voulez bien, les webinaires qui seront programmés pour la semaine prochaine, à partir de demain. Atoul, tu peux toujours te connecter et assister à nos webinaires. Avec plaisir. Je poserai des questions. Oui, tu poseras des questions. On t'aurait invité. Moi, si je suis présent, j'écouterai simplement. On t'aurait invité ce soir pour le tour, mais bon. Ce soir, je vais dîner en famille. D'accord, très bien. Alors, demain, on aura un webinaire en collaboration avec les laboratoires Bayer. Alors, qui va traiter, on aura le professeur Benny, Dr Sfiani et Dr Alos de Paris, c'est un webinaire à thème. Alors, gestion des AOD en période du Covid. On n'a pas parlé de Covid aujourd'hui. Prise en charge de la myocardite aiguë en 2020, le coroscanner devient l'examen de première intention dans le diagnostic de la maladie coronaire, traité par Dr Alos. Alors, le lundi, on aura un webinaire qui est organisé par le Centre cardiologique Casa Enfa. C'est le lundi 18 mai. Alors, pour le webinaire de demain, il est toujours à 14h. Alors, celui du 18 mai, le lundi 18 mai du Centre cardiologique Casa Enfa, il sera à 16h30 et il va être… Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir à tous. Merci bye tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bye bye. Au revoir à tous. À la prochaine. Au revoir. Le professeur Dania Mouhty et le modérateur, c'est Kamel Boral. Alors, ça, c'est lundi. Le mardi, c'est le webinaire de la Société marocaine de cardiologie. Alors, qui va aussi, ça doit être la prise en charge optimale de l'insuffisance cardiaque. Et le mercredi, c'est le webinaire de l'AMCAR. C'est le débat exceptionnel avec le professeur Philippe Parola, proche collaborateur du professeur Didier Raoult. Et il va nous parler du coronavirus, état des lieux et perspectives. Ça va être un débat, il y aura des questions-réponses. Alors, ça c'était mercredi 20. Il y a tellement de webinaires, on commence Le jeudi 21 mai, c'est le webinaire des cardiologues de Marrakech qui va avoir le jeudi 21 mai à 16h. Et le vendredi, c'est le webinaire de la Société marocaine des maladies vasculaires. Et après, ça va être Eid al-Fitr, Eidukum Mubarakum Saïd. À toi la parole, Saïd. Merci Soumia, merci pour ton excellente modération. Merci Moulay Hacham, merci beaucoup Hind, merci à tous. C'était un webinaire magnifique, parfait, on s'est régalé et à la prochaine, espérons vous voir en bonne forme, Inch'Allah. Et bon ftor, merci à tout le monde, merci beaucoup.